Bon, donc, bonsoir, nous sommes sur Facebook, nous sommes le 4 mars 2024 et ce soir, donc l'invité c'est Stéphane Lambert qui est troisième sur la liste Défendre les enfants pour les Européennes 2024. Donc on commence le live, on est 5 ce soir, il y a Fabien Walt, il y a Gilles et il y a Nicolas Hospitalas et on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde et chacun va se présenter un petit peu. Et au fur et à mesure qu'il y aura plein de monde, donc on va débattre avec toutes les personnes qui seront présentes avec nous. Avant toute chose, avant qu'on commence vraiment l'entretien avec Stéphane Lambert, je ne sais pas combien on est là actuellement, c'est très important que vous puissiez partager soit sur vos pages, soit sur les groupes Facebook en mettant en arrobase tout le monde ou des choses comme ça, parce que cette visio sera bien entendu enregistrée et on pourra la diffuser derrière. C'est la première visio qu'on fait depuis le lancement de la campagne et de notre kit de communication. Donc, c'est très important qu'on prenne 2-3 minutes, que chacun partage, entre guillemets, sur son propre page Facebook ou dans des groupes auxquels il est abonné, cette vidéo. Là, actuellement, donc je ne sais pas si vous voyez bien tout le monde et n'hésitez pas à commenter pour poser vos questions directement à Stéphane qui vous répondra. Donc, Stéphane, c'est le numéro 3 de notre liste et je lui laisse se présenter. Bonjour à tous. Merci d'être venus dans ce live aujourd'hui, qui est relativement important parce que c'est le premier live que nous faisons depuis la publication de nos éléments de communication, depuis notre plaquette, notre affiche, notre programme. Et nous démarrons aujourd'hui les 97 jours avant d'entamer le scrutin. Donc, il est effectivement important que, qu'on se professionnalise et puis que on regarde un peu nos éléments de communication et qu'on les fasse tourner. Alors, il faut bien distinguer notre démarche, qui est une démarche de candidature politique. Ce n'est pas un comité de soutien. Nous ne sommes pas dans une logique, en tout cas pas ce soir, où nous n'effectuons pas une permanence. Nous ne sommes pas dans une logique d'expliquer en fait quelles sont nos misères individuelles et nos problèmes personnels dans notre démarche. Nous sommes ici ce soir pour présenter la liste Défendre les enfants, pour dire ce qu'elle essaye de faire, ce qu'elle essaie de proposer, auprès de qui, et regarder comment nous pourrions avoir ensemble les meilleurs résultats. C'est pour cela effectivement qu'au départ, je vous encourage à partager ce live, à le faire tourner autour de vous, parce que nous allons aujourd'hui parler effectivement de la brochure qui est derrière moi, de l'affiche. Nous allons parler effectivement de ce programme qui fait 10 pages, qui est important et qu'on va expliquer. Et puis effectivement, en fin de live, je propose qu'on prenne les questions. Si cela vous va bien. Déjà, avant tout ceci, est-ce que vous avez une remarque particulière? Oui, est-ce que vous êtes au courant qu'il faut payer une somme assez importante pour déclarer une liste aux élections? Alors ça, monsieur Nicolas, oui, nous sommes informés de la façon dont il faut déclarer, la façon dont il faut monter une liste. La liste est actuellement menée par Gabriel Costemenier, qui est tête de liste. Les points administratifs ne seront pas abordés durant ce live, mais il est évident que pour notre deuxième tentative en 5 ans, nous maîtrisons le processus administratif. Oui, mais les fonds, ils seront réglés par qui? Est-ce que vraiment il faut que... Cette question est hors sujet pour ce soir, monsieur, je suis désolé. Voilà. La partie administrative est gérée par Gaël, nous la maîtrisons. Administratif, ça, oui. Ce n'est pas le moment de discuter de cette chose-là, ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment. Bon. Pour ce qui est du programme, je suis désolé, je ne l'ai pas imprimé et je n'ai pas la possibilité de visualiser en même temps que la visio. Hein. Mais j'ai souvenir que le dernier item, c'est la garde partagée, me semble-t-il. Alors, déjà, nous allons commencer par cette magnifique plaquette que je vous encourage tous à imprimer. Ça ne coûte pas forcément très cher d'imprimer la plaquette. Bonsoir. Vous pouvez l'imprimer effectivement soit en format A4 et la faire dérouler sur plusieurs pages, ou alors vous pouvez l'imprimer en format plaquette, c'est-à-dire que ce sera une page A4 coupée en deux, donc un livret 4 pages qui s'ouvrira comme ça. Déjà, si vous trouvez un imprimeur sur Internet tout près de chez vous pour 10 ou 20 euros, pour en faire un certain nombre avec un joli papier plastifié, un joli papier couché,
Le but pour les candidats ou pour le comité de soutien, c'est effectivement d'imprimer cette plaquette et de la faire voir, de la communiquer, de l'envoyer aux professionnels qui sont concernés, aux gens qui pourraient être ciblés par cette plaquette. Je veux dire que ce soit les préfectures, que ce soit les tribunaux, que ce soit les points rencontres, que ce soit les professionnels de l'enfance, les PMI, les assistantes sociales, les services éducatifs, les services pédiatriques des hôpitaux, toutes les personnes qui sont consacrées en fait, dont le travail concerne la protection de l'enfance et qui est amené à travailler dans le cadre des relations entre les parents et les enfants, ce sont des gens qui sont disposés, qui sont concernés à recevoir cette plaquette. Bon, cette plaquette, en première page, déjà, elle comprend notre affiche officielle. J'espère que tout le monde reconnaît maintenant bien le visuel, avec le site internet, défendrelesenfants.fr. C'est important. C'est un qui est intéressant, qui est facile à retenir. En allant sur défendrelesenfants.fr, vous avez sur un joli site et vous arrivez, je crois que c'est le deuxième onglet au milieu, qui est sur la plaquette. En page 2 de la plaquette, vous voyez que tout le monde est concerné et que nous avons mis des chiffres. Nous avons vu qu'en France, il y a 68 millions d'habitants, ce qui représente 14,3 millions de mineurs. C'est absolument énorme. Pour l'Union européenne, nous avons 448,4 millions d'habitants et 94 millions de mineurs. En France, nous avons 4 millions d'enfants de parents séparés. C'est pas anodin, ça fait quand même un grand pourcentage de la population. Et dans ces enfants séparés, nous avons 0,3 million, donc 300 000 enfants en protection de l'enfance, en placement. C'est plus important que la ville de Toulouse. Ça veut dire que notre problématique, le lien entre le parent et les enfants, concerne 61% des parents et à peu près 30% des enfants, un enfant sur 3. Et si on ajoute à ceci les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les unions recomposées, effectivement, notre thème concerne absolument toute la population. Voilà. Donc ça, c'est quand même un présupposé important au départ. Nous adressons effectivement au jour d'aujourd'hui à l'intégralité de la population française. On ne s'adresse pas que aux personnes qui n'arrivent pas à voir leurs enfants, même si on défend la problématique du lien parental, de l'autorité parentale. Nous nous adressons vraiment à toutes les personnes de France qui peuvent être confrontées à cette problématique de manière directe ou indirecte. Et on voit bien que ça couvre bien absolument tout le pays. J'ai un magnifique logo, j'espère qu'il n'est pas en live, mais il est sur mon front. Il est nouveau, mais il est très joli. Bon. En page 3, pourquoi faisons-nous cette liste? Parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'actuellement, les systèmes, l'organisation de résolution des conflits parentaux, familiaux, de protection de l'enfance ne fonctionnent pas. On ne peut pas aujourd'hui être satisfait de ce que l'institution nous propose pour résoudre nos problèmes, nos problématiques avec ce qui concerne nos enfants. Par exemple, en 2020, il y a eu 160 198 demandes. Ils en ont réglé 135 000, ce qui veut dire qu'en fait, actuellement, il y a tellement de demandes au niveau des institutions que l'institution ne peut pas régler toutes les demandes qui lui sont faites lorsque les familles s'adressent pour régler les problématiques soit après séparation, soit de suivi de l'enfance, soit de protection de l'enfance. L'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui ne fonctionne pas. Elle est dysfonctionnelle. Aujourd'hui, on a des temps d'attente qui sont absolument inacceptables également. Pour s'occuper d'un enfant mineur, il faut en moyenne attendre 8,3 mois. Dans certaines juridictions de province, ça va être beaucoup plus court. Mais dans certaines juridictions très embouteillées, on peut être à 4 ans. Il n'est pas possible d'avoir une institution qui prenne 3, 4, 5 ans pour répondre à une question cruciale qui concerne un enfant en bas âge et sa relation avec son parent. Ce n'est pas possible. Personne ne peut se satisfaire de ça. En cour d'appel, c'est encore pire. Nous sommes dans des moyennes de 2 ans d'attente de cour d'appel. Et si on va au droit des grands-parents d'autres personnes, on monte à 17,8 mois, c'est-à-dire plus d'1 an et demi, enfin quasiment 1 an et demi. On peut pas dire c'est pas possible. Nous avons également, depuis quelques années, une posture des institutions
et des politiques qui demandent de prendre des principes de précaution très forts en ce qui concerne les droits de l'enfant et la protection de l'enfance. Ce sont des considérations très idéologiques, avec parfois une vision extrêmement idéalisée de la réalité du terrain. La réalité du terrain, en fait, qui n'est pas adaptée du tout. Je veux dire, quand nous regardons les CMP, l'état des services éducatifs, l'état des services administratifs, de la justice, toutes ces bonnes intentions, malheureusement, ne sont pas applicables d'une manière correcte. Tout le monde agit en fait par principe de précaution. On en reparlera un peu plus tard dans éventuellement le programme. Ces principes de précaution entraînent une surréaction du système qui fait que nous avons 310 000 enfants placés pour un budget de 9,15 milliards d'euros. Mais c'est énorme. 9,15 milliards d'euros, c'est le plus grand ministère. Nous avons plus d'argent pour gérer les enfants placés, et donc le principe de précaution, que pour gérer la justice ou les détenus. Ce n'est pas acceptable, avec des résultats qui sont absolument lamentables, avec des enfants qui sont endommagés par les systèmes de protection, par des enfants qui terminent SDF et illettrés. Personne ne peut absolument se satisfaire de ce que nous faisons aujourd'hui, la gestion de la famille en France. C'est extrêmement important et c'est pour ça que cette liste a vocation d'exister. D'ailleurs, la dernière page se conclut sur « Nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, si on se sépare, une société de recomposition où beaucoup de couples se recomposent, où il est possible dans une même vie de divorcer plusieurs fois, de se marier plusieurs fois, d'avoir plusieurs compagnons, d'avoir des enfants issus de plusieurs mariages. C'est aujourd'hui devenu quasiment une banalité, contrairement à ce qui peut se passer peut-être durant les décennies précédentes. On n'a qu'à voir ce qui se passe au plus haut niveau de l'État pour se rendre compte que la famille française a évolué. Elle est multiple. Elle peut être adoptive, elle peut être homosexuelle, elle peut être recomposée. Nous avons une famille française qui aujourd'hui ne correspond plus, n'est plus en adéquation avec les services administratifs, judiciaires et éducatifs qui lui sont proposés. Mal se séparer aujourd'hui, c'est risquer de perdre ses enfants, risquer de perdre le lien avec ses enfants. Et c'est insupportable parce qu'on a le droit de se séparer. C'est pas quelque chose de mal de se séparer. C'est aujourd'hui extrêmement commun. Pourquoi, si on se sépare mal, on ne pourrait plus accéder à ses enfants? On ne peut pas supporter cette chose-là. C'est aussi prendre le risque de finir en faillite personnelle, avec des tarifs qui sont extrêmement chers et qui ne sont pas déduits. Des déclarations CAF, des déclarations d'impôt sur le revenu, qui sont donc pris sur nos dépenses personnelles, ou alors qui sont donc pris sur nos possessions personnelles. Et ce n'est pas à nous de payer ça. Ce n'est pas à nous de vendre nos biens, de nous priver de vacances pour défendre nos enfants, pour défendre l'accès à nos enfants, ou pour défendre les agressions qui sont faites sur nos enfants. Ce n'est absolument pas normal. Justice, services sociaux, famille, à chaque fois, ce sont des tarifs à 4 chiffres lorsqu'on s'adresse à eux, en milliers d'euros, pour des prestataires que l'on nous impose. Il y a effectivement un problème par rapport à ça. Un service public ne peut pas se satisfaire de prestataires qui ainsi sont imposés et qui ainsi font de leur activité professionnelle un côté un peu, disons-le, un peu mercantile. Je veux dire, un service public ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Tout ceci nous conduit à un bilan absolument désastreux, indigne d'un pays civilisé, avec des parents et des enfants qui se suicident. Je suis dans la société depuis des années. J'ai suivi, comme disait Maître Hamas, plusieurs cercueils. Mais c'est insupportable. C'est insupportable de savoir que si votre enfant se fait agresser à l'école ou par un autre parent, on va vous le reprocher, qu'il va être endommagé par l'intervention de l'État, que vous allez vous ruiner et que peut-être un des deux mettra fin à ses jours parce que ce sera insupportable. C'est impossible de faire ça. Il est impossible d'accepter une chose pareille. Si vous allez voir aujourd'hui dans un commissariat en disant « Mon enfant, ma fille ou mon fils s'est fait agresser à l'école, il s'est fait agresser en colonie de vacances, dans un club de sport, à la garderie de la municipalité, ou alors pendant qu'il était en droit de garde avec l'autre. » Mais vous risquez de le perdre, cet enfant. Vous risquez que les services sociaux viennent et par précaution disent « Ouh là 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 là, l'enfant n'est pas protégé » et ils vont vous le mettre loin de vous. Et ça va durer en années. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible d'accepter ça. Nous avons des institutions qui sont dignes du 19e siècle, qui sont complètement dépassées par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.
La justice est dysfonctionnelle. C'est le boxon le plus absolu. Moi, j'ai créé une rubrique sur mon blog qui s'appelle « Ils en sont capables ». Tout peut arriver. Si vous allez demain être confronté à la justice, mais que ce soit pour la famille, pour les enfants, pour un problème de propriété, pour un problème d'assurance, pour un problème de violence, absolument tout peut vous arriver. Vous ne maîtrisez rien. Vous tombez sur des débutants, vous tombez sur des personnes expérimentées. Vous avez des reports où l'audience se produit. Vous avez des rapports qui arrivent qui sont limpides, brillants. Vous en avez d'autres qu'on ne comprend pas. C'est devenu aujourd'hui un tapis vert. Très bien, certes, mais pour mes enfants, je ne suis pas d'accord. Pour vos enfants, nous ne sommes pas d'accord. Pour les familles, nous ne pouvons pas accepter que la justice et que le système judiciaire soient un casino. Ce n'est pas possible. Avec un traitement papier obsolète, on se croirait au XXe siècle. Il faut aujourd'hui tuer des arbres pour écrire des papiers pour qu'ils passent d'un bureau à l'autre, qu'ils ne viennent par courrier. Alors que lorsqu'on s'occupe d'un enfant, c'est chaque seconde, c'est chaque minute qui compte. Quand votre enfant, vous l'avez avec vous, qu'il est malade, vous n'attendez pas 3 semaines pour l'emmener chez le médecin. Quand il a soif, vous donnez à boire maintenant. On ne peut pas se satisfaire d'un système judiciaire qui ne soit pas capable de retranscrire automatiquement les débats sur du papier. On ne peut pas se satisfaire d'un système social ou avec des écrits qui ne sont pas numérisés, avec des suivis de plaintes qu'on n'arrive pas à savoir si jamais elles sont classées ou elles ne sont pas classées. Il faut automatiser. Les impôts sur le revenu, ils sont arrivés. La CAF y est très bien arrivée. La sécurité sociale y est très très bien arrivée aussi avec France Connect. Nous devons faire la même chose avec ce qui concerne nos enfants, avec le carnet de santé, avec le suivi à l'école, qui lui s'est amélioré ces dernières années, mais avec tous ces points qui méritent d'être informatisés. Et puis surtout, comme tout est pour papier, nous n'avons aucune statistique. J'ai fait plusieurs émissions sur le sujet. Il est absolument insupportable de se dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir de manière précise qui est vraiment concerné par telle problématique. Quel est le nombre de dénonciations calomnieuses? Lorsque quelqu'un vient et dit « mon enfant est violé », combien de fois c'est vrai? Combien de fois c'est pas vrai? Combien de fois c'est correctement traité? Combien de fois la personne a été punie? Combien d'enfants ont été touchés pour de vrai par rapport à ça? Combien de personnes se comportent mal réellement par rapport à ça? Combien de personnes n'osent pas y aller? Combien de personnes abandonnent lorsqu'ils veulent en fait défendre leurs enfants? Nous avons besoin d'avoir une modernisation de nos institutions. C'est extrêmement important. Les départements travaillent de manière individuelle. Chaque juridiction du tribunal travaille de manière individuelle. C'est insupportable. S'il se passe quelque chose dans le Pas-de-Calais, ce sera fait d'une manière différente que si cela se passe dans, par exemple, les Bouches-du-Rhône. Nous devons harmoniser tout ceci. Au niveau national, nous n'y arrivons pas. Nous allons donc demander l'harmonisation au niveau de l'Europe. Nous avons besoin que la protection de nos enfants, que la protection de nos familles soit organisée d'une manière spécifique. Ce n'est pas un droit comme les autres. Ce ne sont pas des boîtes de conserve. Ce ne sont pas des conflits douaniers. Ce ne sont pas des résolutions d'assurance. Nous parlons d'un endroit où nous avons besoin du contradictoire. Nous avons besoin d'une réactivité. Nous avons besoin de s'occuper véritablement de nos enfants. Nous avons besoin que le droit de parents, les droits des enfants soient effectivement protégés et effectués comme il le faut, en harmonisation au niveau des institutions européennes. Il n'est pas non plus normal que maintenant qu'il y a un brassage de population absolument énorme au niveau de l'UE. Je suis allé habiter en Irlande, j'ai des amis qui habitent en Pologne, qui habitent en Italie. Pourquoi n'arrive-t-on pas à communiquer entre pays quand il faut s'occuper de nos enfants? Voilà. Nous sommes devant un état des lieux qui est absolument désastreux. Plus grand-chose ne fonctionne malheureusement. Donc, la liste aujourd'hui, la liste défendre les enfants, se présente. Nous vous encourageons absolument tous à imprimer cette plaquette, à la faire circuler autour de vous, à l'envoyer aux personnes concernées, à dire autour de vous, c'est possible. Si nous mettons ces thèmes sur le débat, on n'est pas là pour être élus, on s'en fout. On n'est pas des pros de la politique. Les autres, là, qu'ils y aillent, qu'ils aillent prendre leur pognon, qu'ils aillent faire leur carrière. Mais nous, occupez-vous de nos gosses. Laissez-nous nos enfants. Laissez-nous nous occuper de nos enfants, alors que l'État le fait si mal. Laissez-nous nous occuper de nos familles. Voilà. Ça, c'est la liste. Défendre les enfants, c'est important. Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. Voilà.
Après cette première partie, est-ce que vous avez quelques questions sur cette intervention? Comment intervenir sur un système corrompu? Alors, déjà, en ne le traitant pas de corrompu, parce que je suis obligé de dire… Vous pensez? Pardon, vous avez répondu à ma question, vous avez posé la question, maintenant je suis obligé d'y répondre, si vous voulez. C'est un peu la règle du jeu, je suis obligé de répondre. J'ai rencontré des gens formidables dans tous les endroits. Je pense que beaucoup de professionnels ne sont pas satisfaits de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. C'est extrêmement important. La plupart des gens veulent faire leur travail correctement. Quand vous avez un environnement qui ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de papier pour les photocopieuses, parce que vous savez à l'avance que de toute façon, les pauvres gars, de toute façon, il ne se passerait rien en 3 ou 4 ans. Donc voilà. Comment voulez-vous que les professionnels qui soient motivés, qui sont véritablement investis, puissent faire leur boulot correctement? Il est important que ce soit au niveau des éducatifs, au niveau de la prévention, de la détection, de l'institution, des services sociaux, de l'administratif, de les dégager. Je dis bien de les dégager de ce qui n'est pas indispensable. On ne va pas voir un bac+12 pour faire des calculs de pension alimentaire, alors que ça pourrait être automatisé par les déclarations de revenus de CAF avec une grille annuelle et régularisée en janvier. Ça pourrait être automatisé. On n'a pas besoin de surcharger les tribunaux pour ça. Donc le système, en fait, n'est pas corrompu, madame. Le système est dysfonctionnel parce qu'il craque de tous les côtés, parce qu'il est surchargé par des choses inutiles et que malheureusement, il est obsolète. Et comme il est obsolète, il y a de la perversion qui se crée. Mais il n'est pas corrompu. Corrompu, j'ai vécu dans des pays, si vous voulez, où vous donniez un billet de 50 € à quelqu'un pour avoir un avantage. Je n'ai pas vu ceci en France. Corrompu n'est pas le bon mot. Voilà. Excusez-moi, c'est quand même de l'humain et voilà, dans l'humain, tout le monde n'est pas non plus irréprochable. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas dire le système est corrompu. On ne peut pas dire on peut acheter ceci ou cela. Nous pouvons dire certains individus se comportent mal. C'est extrêmement différent. Parce que je fais la différence, si vous voulez, entre des personnes qui sont incompétentes parce qu'elles n'ont pas la qualification, entre des personnes qui sont qui veulent vraiment faire leur travail et qui se rendent compte qu'elles n'ont pas les moyens de le faire correctement, et des personnes qui effectivement vont dire, puisque c'est comme ça, je vais faire ce que je veux, et puis je vais devenir différente de ce qui devrait être normalement associé à l'état de neutralité, d'impartialité, d'application de décisions qui sont faites à l'État. Mais je ne peux pas dire l'institution de mon pays ou de l'Europe, je peux dire qu'elle est obsolète, je peux dire qu'elle a de modernisation, je ne peux pas dire que les gens qui sont dedans sont tous des pourris, c'est impossible. Je m'y refuse, je ne le ferai pas. Monsieur, moi je vous invite à venir avec moi lors d'un PPA pour mon fils à son foyer, et je vous invite aussi à venir devant la juge Bernard à Bourg-en-Bresse au mois de novembre avec moi pour le placement de mon fils, et on va voir qui c'est qui n'est pas corrompu ou pas. Alors madame, premier point, venez visiter vraiment les réseaux avec moi, les services sociaux. Vous ne citez pas de personnes privées ici. Ceci est un live public. Vous n'êtes pas ici pour régler vos comptes. Vous ne donnez pas de nom de famille. Vous ne donnez pas de personnes qui soient identifiables. C'est extrêmement important. Deuxièmement, on n'assimile pas un problème particulier à une institution de manière générale. Il y a effectivement une problématique. Nous avons des propositions pour ces problématiques. Nous ne pouvons pas dire parce qu'il y a des cas qui sont ainsi, qui malheureusement, effectivement, sont beaucoup trop importants, dire que le système est corrompu. Une frustration individuelle n'est pas globalisable. En ce qui concerne, effectivement, les enfants placés, nous l'avons évoqué, nous avons un problème. Nous l'abordons dans le programme. Nous avons un problème de manière générale qui est l'autorité parentale. Nous estimons que nos droits parentaux, vos droits parentaux, les droits des enfants à avoir une relation avec leurs parents sont aujourd'hui en danger dans notre pays et sont sous-estimés. Absolument n'importe qui peut venir et dire votre enfant, vous y accéderez ou pas, ou alors lui n'y accédera ou pas, sans forcément qu'il y ait un procureur, sans forcément qu'il y ait un juge des enfants, et c'est cela qui nous pose problème. Je vais prendre la main juste pour essayer de recadrer un petit peu les échanges. Donc là, on a environ une quarantaine là en ce moment sur le live Facebook. Pensez à bien partager, c'est très important sur les groupes Papa en colère, sur le groupe Maman en colère. Tous ces groupes-là, il ne faut pas hésiter à partager le live en ce moment pour essayer d'augmenter l'audience, parce que c'est très important pour nous, pour essayer de maximiser les gens.
Je rappelle juste aussi que notre liste, c'est environ 81 ou 82 candidats, qu'il faut respecter la parité. On est actuellement une centaine de noms, mais on manque encore vraiment de candidatures féminines, on va dire suppléantes, pour vraiment être au maximum de notre quota au cas où certaines candidatures se fassent retoquer au moment du dépôt des listes. Je rappelle aussi que nous n'avons pas vraiment véritablement de budget pour financer la campagne. Pour les campagnes européennes, c'est que quand on atteint 3% aux résultats des élections, qu'on se fait rembourser. Vous imaginez très bien qu'on va, à moins d'un miracle, entre guillemets, qu'on ne puisse atteindre les 3%, ce serait vraiment une folie. Je rappelle aussi que nous sommes là sur la base de bénévolat, nous ne sommes pas des professionnels. Nous répondons à vos questions, chacun avec des sensibilités politiques différentes. J'ai vu qu'il y a eu quelques échanges sur le groupe. Ben voilà, tiens, un tel vote ceci ou un tel vote cela. Ici, nous avons tous signé la charte, entre guillemets, de défendre les enfants. Cette charte indique que nous ne devons pas faire part de nos positions personnelles, on va dire politiques personnelles, sur autre que sur le programme de la liste Défendre pour les enfants. Fabien, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions? Fabien, j'ai déjà 4 questions à répondre à ce que tu as évoqué. Je ne me rappellerai jamais de tout. Vas-y. La première question était, je crois, sur le financement de la campagne. C'est prématuré d'aborder le sujet parce que nous n'avons pas encore le compte de campagne, nous n'avons pas encore le crowdfunding. C'est un thème qui viendra ultérieurement, mais effectivement qui se posera le jour où il sera nécessaire de le poser. Qu'est-ce que tu as évoqué comme thématique aussi? La parité. La liste, aujourd'hui, effectivement, contient 81 candidats. Cela représente au nombre de sièges accordés à la France, à l'Institut européen, depuis le départ de l'Angleterre. Il y a 5 ans, ce que nous avons essayé, il y en avait quelques-unes de moins. L'Angleterre s'étant retirée de l'Union européenne, les sièges attribués à l'Angleterre ont été répartis de manière proportionnelle aux autres pays. Comme il y a parité, effectivement, il faut un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme dans la liste. Donc, il y a parité. Et de toute façon, si vous regardez le programme tel qu'il est fait, notre démarche intègre toutes les formes de famille. Hétérosexuelles, homosexuelles, recomposées, adoptives. Nous défendons les droits des parents. Nous ne défendons non pas les droits des papas. Nous ne défendons pas les droits des mamans. Nous défendons le droit des personnes qui ont une autorité parentale. Quelle que soit l'autorité parentale. Après, effectivement, nous avons tous notre point d'entrée dans notre parcours. C'est exact que moi, au départ, quand je suis rentré dans cet environnement, je me suis mis à défendre ce qui me ressemblait. Peut-être que génétiquement, les gens qui sont venus me voir me ressemblaient. Mais au bout d'une dizaine d'années dans l'environnement, je pense que, après analyse, la problématique est sur le droit parental. Celui de tout le monde. À partir du moment où vous avez une autorité parentale, seul l'État est amené à vous l'enlever. Et elle doit le justifier. Parfois, elle ne le fait pas assez promptement, lorsque des enfants sont en danger par rapport à un parent. Parfois, elle le fait de manière trop prompte, de manière trop systématique, par principe de précaution. Ceci me fait dire que, mesdames, parce que ce sont les femmes qui vont nous sauver. Dans notre pays, à chaque fois que nous avons un problème pour la famille, ce sont les femmes qui ont pris les choses en force, qui ont pris les choses en main pour la Révolution française et autres. Elles vont venir, lorsque nous commencerons à être un peu médiatisés, lorsqu'elles auront compris qu'on est vraiment là à se battre pour défendre le lien que nous avons avec nos enfants, elles viendront. Nous avons 97 jours pour les dépôts de liste. Nous aurons nos candidates, nous aurons nos personnes qui pourront porter ces causes-là et qui viendront avec nous, j'en suis quasiment convaincu. Et ça a été dit il y a, je crois, une vingtaine de minutes. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'avais des questions par rapport à ce qui va être fait. Est-ce que vous allez pouvoir essayer quand même de trouver des solutions par rapport au placement abusif? Alors, c'est peut-être maintenant qu'on va enchaîner sur le programme. Oui. Cette partie des placements a une très grande importance dans notre programme. Est-ce que vous avez déjà lu notre programme? Est-ce que vous l'avez lu? Non, je n'ai pas le temps, mais j'ai pris la vidéo un peu en speed parce que je travaille beaucoup, donc désolée. Oui, je comprends. En fait, la philosophie principale, c'est celle-ci. L'autorité parentale, le lien parent-enfant
n'est pas assez protégé. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Oui, c'est une problématique. Parce que moi, j'ai l'autorité parentale, mais en fait, on va dire sur papier, mais en réel, c'est pas le cas. Oui, mais nous sommes très nombreux à avoir l'autorité parentale qui se en fait limite à avoir quelques informations tous les quelques mois, et ce n'est pas acceptable non plus. Nous avons une partie entière sur la protection de l'enfance et les services sociaux. On demande, nous, de revenir à l'esprit initial de l'ordonnance de 1945. L'ordonnance de 1945, au départ, disait que les services de protection de l'enfance n'intervenaient que dans les situations graves et exceptionnelles, et non pas sur des jugements très personnels ou subjectifs de choix éducatifs. C'est-à-dire que ce qui concerne l'État, c'est de voir si les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas en danger. Le reste, ça ne le regarde pas. Je veux dire, normalement, il n'y a pas d'intervention. Et aujourd'hui, nous demandons une refonte de la hiérarchie des interventions. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de placements sont effectués parce que nous sommes sur une pente glissante qui amène au placement, en fait. Donc ça, c'est marqué effectivement une hiérarchie, une refonte de la hiérarchie d'intervention. Aujourd'hui, les services de gestion, de détection et de traitement des informations préoccupantes sont effectués de manière assez sommaire par des administratifs, des associatifs et des bénévoles. C'est-à-dire que si vous téléphonez au 119, vous allez avoir des personnes qui vont venir regarder, qui sont administratives, qui sont des assistantes sociales, par exemple. Assistantes sociales éventuellement encadrées par des responsables d'associations, des gens qui sont au téléphone. Mais ce ne sont pas des éducatifs. Ils n'ont aucune connaissance de l'éducatif. Et en fait, si vous regardez, ils ont extrêmement peu de temps de faire leur travail correctement. Ils vont venir une fois ou deux chez les gens. Normalement, ils sont censés écouter chaque enfant avec son parent. Ils le font quasiment pas. Les papiers que vous recevez ou que nous recevons, lorsqu'on les reçoit, sont très souvent très médiocres de qualité. Je veux dire, ils n'ont visiblement pas eu le temps de faire les choses comme il le faut. Et très souvent, par principe de précaution, ils vont dire, oula, on va l'envoyer au procureur, ou on va l'envoyer, enfin, les autres, après, ça c'est le grand mot, les autres, on va l'envoyer l'étape d'après qui, elle, pourra faire beaucoup mieux ce que nous n'avons pas pu faire. L'étape d'après, très souvent, c'est le procureur. Le procureur, vous verrez quasiment jamais un procureur qui dira « Oh là, non, moi, ça ne m'intéresse pas ». Le procureur va envoyer au juge des enfants, pour pas qu'on lui reproche. Le juge des enfants, on a un problème de formation. Très souvent, on est juge des enfants en début de carrière. On peut très bien être juge des enfants sans avoir jamais éduqué un enfant jusqu'à sa majorité. Même parfois sans jamais avoir eu un enfant tout court. Et puis, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi par rapport à tout ça. Moi, ce que j'ai appris au niveau des juges pour enfants, il n'y a pas de loi, en fait. Mais c'est effectivement, je trouve que c'est un problème. Parce que justement, le juge des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser uniquement sur ce que lui ont envoyé les services sociaux, administratifs. On est d'accord. Il faut un copier-coller, de toute façon. Hein. Oui, mais vous peut-être. Mais il se trouve que vous faites peut-être partie des 600 000 parents qui sont impliqués. Mais vous voyez, il faut expliquer aussi aux autres qui sont en danger s'ils rentrent dans ce système-là. Si des gens viennent les voir, ça peut leur arriver aussi à eux. Et pourquoi ça peut leur arriver aussi à eux? Il faut le dire. Vous voyez, c'est extrêmement important parce que nous, beaucoup de gens ici sont confrontés à ça. Mais de plus en plus de personnes le sont. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, les éducatifs, les personnes qui vraiment ont une connaissance de ce qu'est un enfant, n'arrivent qu'en bout de chaîne. Lorsque les décisions ont déjà été prises et très souvent lorsque les liens parentaux ont déjà été coupés. Et très souvent, quand j'arrive à les interviewer, à discuter avec eux, ils me disent les dossiers n'ont pas été assez travaillés en amont. Les dossiers qui nous arrivent, on ne les croit pas, on les retravaille, et puis ça a été fait trop vite. Et puis ils sont aussi débordés, ces gens-là, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais on a confié quand même énormément de gens à très peu de personnes. Une psychologue aujourd'hui à l'ASE, c'est quasiment 300 dossiers par mois. C'est impossible de faire son travail correctement. Donc en fait, le placement devient abusif. Pourquoi? Parce qu'il est effectué trop rapidement, par des personnes qui n'ont pas forcément eu la formation qui est correcte, par un système qui est fait parce qu'on va se dégager de ses responsabilités. On va donner à d'autres personnes sa propre responsabilité. On va réaliser, les autres, en fait, sont formidables et pourront résoudre les problèmes. Et à la fin, on arrive avec les enfants dans des situations, des environnements qui sont parfois bien pires que là où ils étaient initialement.
Et Oui, ça, c'est ça. effectivement, c'est un Bah, c'est la grand réalité, en fait, c'est ça. absolument. Mais ça, il faut C'est la expliquer. réalité et même les personnes des services sociaux, par exemple, qui sont là pour vous aider, qui sont très professionnels, on voit bien qu'ils pensent d'une certaine façon, mais au niveau de leur direction, ils diront pas ce qu'ils pensent parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Nous avons un problème administratif. Mmh. De toute façon, plus on monte au niveau administratif et politique, et plus on se rend compte que vraiment les gens ont vraiment une vision idéalisée. C'est du yaka faucon. C'est un peu schizophrénique. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen pour le faire, mais on a beaucoup de très grandes et très belles intentions. La problématique, nous, ce que nous proposons, c'est effectivement, nous voulons que les services de détection comprennent les éducatifs expérimentés. Nous voulons que les personnes en fin de carrière se placent au début du processus et non pas les personnes en début de carrière. Ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que nous voulons effectivement que la contradiction soit respectée, mais nous voulons effectivement que ce ne soit pas à sens unique. Que comme dans la loi française, c'est le droit romain chez nous, c'est je dis quelque chose, mais tu me le dis aussi avant pour qu'on puisse le mettre en équilibre, pour ensuite le mettre ensuite devant un juge. Nous voulons qu'il y ait un respect du contradictoire et qu'il y ait une autorité à laquelle on puisse faire appel, nous en tant que citoyens, qu'on ne soit pas confronté à des documents dans les services départementaux qui sont inaccessibles, y compris par nos avocats. Parfois, par la CADA, on fait des demandes à les surprises, on se rend compte qu'il y a des fichages, que des gens sont fichés au conseil départementaux avec des papiers, ou quand on les demande, des choses qui sont recouvertes au marqueur noir. Ce sont des documents dont personne n'a connaissance, excepté les services locaux du département. C'est absolument anormal. Et nous voulons que l'IGAS ou un équivalent puisse mettre en place un contre-pouvoir. Nous voulons que le service de protection respecte les lois, les droits des parents et les enfants. Nous avons aussi un problème d'enfants. Lorsque les enfants sont dans l'institution, leurs droits ne sont plus respectés. Un enfant, à partir du moment où il est placé, s'il se fait agresser, s'il se fait violer, eh bien, il n'y aura pas de plainte pénale. Il n'y aura quasiment pas d'enquête. Tout le monde va ne pas s'en préoccuper et c'est absolument anormal. Les enfants qui sont suivis par anciennement la DAS et aujourd'hui l'ASE sont des enfants comme les autres, qui ont des droits comme les autres. C'est absolument important. Et nous voulons que ce soit des véritables professionnels qui soient investis, qui soient passés par les IRTS, que ce ne soit pas des bénévoles. Il y a les défenseurs des droits qui défendent les enfants. Moi, je suis en lien avec eux. Certes, mais après, vous avez l'administration, une défenseur d'administration. Ça ne fonctionne pas, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Le défenseur des droits est là parce que le droit n'est pas respecté. Oui. Quelque part, au départ, son existence même signifie que ça ne fonctionne pas correctement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est très bien. Je vais peut-être laisser la parole aux autres. Alors, je vois une question par Facebook User. Que pense notre président qui veut lancer la natalité alors que le système n'est plus une surprise ou un secret pour les non-parents? Je parle des parce que c'est majoritairement le cas des pénalisés, nous ne voilons pas la face. Alors, je vais débunker ça tout de suite. Lorsque il nous arrive quelque chose, on a tendance à penser que c'est uniquement réservé à nous ou aux nôtres. La discrimination, si vous voulez, la discrimination homme-femme dans notre société, et l'institution qui gère notre société, elle est à plusieurs niveaux et elle touche tout le monde en fait. Alors, il peut effectivement arriver qu'en cas de désaccord, les nouveaux comportements des pères d'aujourd'hui qui ne sont pas ceux de nos grands-parents, si vous voulez, vu que le système ne fonctionne pas bien, il va y aller par habitude et par désuétude. Mais en même temps, il y a beaucoup de comportements méprisants qui sont faits contre les mères. Il y a beaucoup de mères qui veulent protéger leurs enfants et ça leur est reproché. C'est quand même inouï. Hein. Je veux dire, il faut être conscient de ça. Tout le monde ne se rend pas forcément compte. Vous êtes une maman, vous avez un enfant qui a un problème, vous la protégez, y compris parfois au péril de votre propre corps. Vous risquez de perdre votre enfant. C'est insupportable. Alors déjà, dans cette liste, il n'y aura pas de les papas, il n'y aura pas de les mamans. Nous ne parlerons que des parents. Parce que même si parfois des petits problèmes à tel ou tel endroit doivent être résolus, en nous plaçant sur le terrain du droit parental, de l'autorité parentale, de la défense des enfants, nous englobons tout.
et nous sortons de ces divisions. Durant des années et des décennies, nous avons été divisés. Les hommes ont été montés contre les familles traditionnelles ont été montées contre les familles modernes. En fait, la division a fait que nos droits en fait sont pas respectés. Nous avons besoin de mettre les parents ensemble, tous les parents ensemble, les parents d'aujourd'hui, mais quelles que soient leurs opinions. Les parents qui viennent d'extrême droite, du centre, de gauche, d'extrême gauche, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient bourgeois, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans. On parle de nos gosses. On ne parle pas de je sais quoi. On parle de l'accès à nos enfants. C'est au-dessus de tout. C'est absolument au-dessus de tout. Donc, pour revenir sur la question par rapport à M. Macron qui veut lancer la natalité, écoutez, moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui veulent faire des enfants. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne veulent pas faire d'enfants. Moi, ce que je veux, c'est qu'on nous laisse nous occuper de nos enfants. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il est assez interdit, on n'a pas le droit d'être fusionnel, on ne doit pas être protecteur, et ça, c'est scandaleux, en fait. Alors, il y a un abus de langage sur ce qu'on appelle la relation fusionnelle, en fait, oui. qui est trop rapidement dégagée. Une relation fusionnelle, Morgane Sorel, je vous en parlerai parce qu'elle est psychologue professionnelle. Moi, j'en ai interviewé un certain nombre. Ça fait 4 à 5 ans que chaque semaine, j'interviewe un ou plusieurs professionnels pour me former, pour comprendre. Une relation fusionnelle, en fait, c'est lorsque l'autre personne n'a plus d'identité propre, si vous voulez. Donc, par exemple, vous avez un parent et un enfant. L'enfant va prendre ses décisions uniquement en pensant aux parents et non pas en pensant à son environnement à lui. C'est une relation extrêmement toxique. Ça empêche l'enfant de s'épanouir. Ça empêche l'enfant de prendre ses propres décisions, de s'envoler, de grandir, parce que le but d'un enfant, quelque part, c'est de quitter le nid. C'est pour ça qu'ils disent instrumentalisation, je pense, alors, c'est pour ça. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que, pas parce qu'on est proche d'un enfant, que l'enfant s'identifie totalement à son parent et n'a plus d'existence propre dans sa tête. Vous voyez qu'il est annihilé. Donc, il y a une déformation d'usage qui a été faite. Il y a des personnes qui ont mal compris le terme, et qui parfois… Mais ça, là, on revient tout de suite sur la demande de professionnalisation et de formation des intervenants. On ne balance pas des termes techniques parce qu'on n'est pas un technicien, si vous voulez. On ne traite pas quelqu'un de parano parce qu'on n'est pas psychiatre. On ne traite pas quelqu'un on ne dit pas quelqu'un fait des syndromes de Munchausen et autres. On serait été formé à l'éducation, mais non pas à la psychologie. Vous voyez, on ne dit pas que vous avez une grippe si on n'est pas médecin. Je veux dire, chacun son travail. C'est comme un juge qui dit d'aller voir un psy, d'aller se faire soigner, ils ne sont pas capables de dire ça. Eh bien, qu'on les filme et que ce ne soit pas public. Je ne tiens absolument pas à ce que les débats soient mis sur la place publique. Je tiens à ce que les enregistrements numérisés soient accessibles ensuite par huissier en cas de problème afin de maîtriser les comportements et de les rationaliser. Qu'on leur donne les moyens de travailler correctement, déjà, parce que ça arrangera beaucoup d'entre eux qui voudraient travailler correctement, mais que effectivement on mette une espèce de recours, c'est ce que je demandais aussi, l'accès à un contre-pouvoir, de manière à faire changer des comportements qui ne sont pas acceptables. Mais aujourd'hui, l'état de paupérisation de la justice, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça, en expliquant comment fonctionne la juridictionnelle, parce que j'en prends dans la société, pour montrer que ce n'est pas que pour les enfants, c'est vraiment partout. Il faut se rendre compte que l'État est tellement paupérisé que on vient les voir. Ok, ces gens viennent me voir. Ils ont eu un problème il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Bien. Actuellement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer une psychologue, je peux envoyer un psychiatre et je peux envoyer une enquêtrice sociale. C'est tout. Je ne peux rien faire d'autre. Et si jamais ça va trop loin et que vraiment, là, oui, il se passe des choses, là, il va pas bien, le gamin, là, je vais aller saisir le juge des enfants. Et ben, je les reverrai dans 1 an. Voilà. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Et l'expertise, elle est payée 260 € ou 300 €. Une étude psychologique, j'en ai interviewé quelques-uns, j'ai posé la question, je suis allé chercher les chiffres. Une enquête psychologique, elle est payée moins de 300 balles. Alors qu'ils doivent recevoir l'enfant seul, l'enfant avec chacun de ses parents, se déplacer à chacun des domiciles, aller voir les intervenants, mais elles ne peuvent pas être faites correctement.
Madame Dominique Masse, qui est experte à La Réunion, m'a confié, à Saint-Denis de la Réunion, m'a confié qu'ils avaient eu un scandale parce que les enquêtes psychologiques durant plusieurs mois étaient identiques, sauf le numéro de série. Mais à 300 € le travail de 3 semaines, c'est normal. Vous voyez? Si on veut qu'on s'occupe correctement de nos gamins, il faut qu'on se donne les moyens de le faire correctement. Et donc aussi, il faut que les personnes soient formées. La juge qui dit ceci, il y a très très forte chance qu'elle ait moins de 10 ans de carrière. Ce n'est pas quelqu'un, dans certaines civilisations, dans certains pays, les personnes qui viennent s'occuper des enfants et des familles, ce sont des personnes qui ont un vécu, qui ont sur eux, comment dirais-je, le travail de l'existence. Vous voyez? Oui, oui, puis c'est permettant qu'une juge qui se permet de dire ça, et en plus, il peut dire bon, bah, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à foutre parce que j'ai quelqu'un d'autre après vous. Enfin, ça me choque, moi, à la part d'un juge, dire ça. Et vous avez raison. Mais ce qui est choquant, c'est que puisque vous consacrez qu'un quart d'heure, c'est choquant ça aussi. Oui, parce oui. Parce que dans ce cas-là, beaucoup sont inutiles. Beaucoup pourraient être automatisés. Beaucoup pourraient être simplifiés. Beaucoup pourraient être déjudiciarisés. Donc peut-être qu'elle pourrait s'occuper correctement des problèmes qui nécessitent qu'on mette du temps. Vous voyez? Donc critiquer, c'est une chose, mais il faut savoir proposer aussi. Donc c'est ce que nous proposons. Nous voulons faire la transition numérique, la numérisation de la justice et des sociaux, comme la société a su le faire avec les impôts sur le revenu et avec la sécurité sociale. Et aujourd'hui, l'école, ou même lorsqu'on n'a pas accès, on a tous notre logiciel où on voit les notes et tout, le petit lien qui parfois nous reste avec nos enfants. Il faut aussi... Comme on fait avec Pronote, oui. Mais oui, absolument. Il faut qu'on trouve, on va taper un passeport numérique pour l'enfant, avec le carnet de santé, avec tout ceci. Il faut rentrer dans le 21e siècle. On ne peut pas faire ça, évidemment. Et il faut qu'on le fasse en coordination avec d'autres pays européens. Et ce n'est pas extraordinairement difficile, puisqu'on l'a déjà fait ailleurs. Et en leur enlevant tout ce qui les embête et qui les empêche de bosser, on a l'espoir qu'en améliorant la formation, ils puissent travailler correctement sur ce qui reste. Voilà, c'est notre espoir. D'accord. Alors. Tu as une autre question, Stéphane, je te la lis. Vas-y, s'il te plaît. Pourquoi séparer des familles plutôt que de faire intervenir des éducateurs ou éducatrices ou autres professionnels au sein des familles? Et qui apporte de la richesse sociale au sein de la famille et donc auprès des enfants? Je ne comprends pas. Avant, il y avait des marraines, des parrains, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, et maintenant des parents seuls et en difficulté. On les isole d'être isolés et on leur enlève leur enfant. C'est un constat, en fait. C'est un constat, mais il est intéressant parce qu'il rejoint une grande partie du programme. Nous sommes absolument convaincus, et c'était l'esprit initial de la loi, de l'ordonnance de 45. D'accord? Quand une institution, et ça on l'a marqué en grand préalable, quand une institution ou une autorité prétend prendre le relais des parents en les accusant d'être défaillants, elle se doit d'être irréprochable et au minimum meilleure que ceci. Ensuite, quand on voit les sommes qui sont concernées, nous sommes convaincus, et c'est l'esprit d'origine des services sociaux, qu'il vaut mieux renforcer les familles, les aider, les assister, que cela crée beaucoup moins de problèmes sociaux, que cela coûte beaucoup moins cher à la collectivité que de jouer au domino avec, de séparer les liens pour ensuite en gérer les conséquences. Quand vous regardez, je crois que nous sommes à plusieurs milliards d'euros, effectivement, 9,15 milliards d'euros par an. Non mais attendez, on est 70 millions. Vous vous rendez compte un peu tout ce qu'on pourrait faire pour apporter à manger, pour apporter de l'école, pour apporter un espace viable à nos enfants avec cet argent-là? Vous vous rendez compte le transfert, enfin, je veux dire, la façon absolument irrationnelle que nous avons de gérer notre société? L'enfant est destiné à grandir dans une famille avec un accès à ces deux composantes. La composante maternelle, la composante paternelle. J'ai interrogé tous les professionnels d'à peu près toutes les sciences humaines, qui soient neuropsychologues, qui soient psychiatres, qui soient psychologues, qui soient pédopsychiatres, qui soient intervenants sociaux. Ils m'ont tous dit la même chose. L'enfant est un triptyque. Vous enlevez l'enfant d'un de ces liens alors qu'il a déjà été établi, qu'il a déjà été ancré, vous le déstabilisez complètement et il lui faudra un suivi quasiment journalier jusqu'à la fin de la croissance, que nous sommes incapables de faire. Si vous ne voulez pas endommager les enfants,
il faut les laisser en accès aux parents, sauf bien évidemment les parents qui sont véritablement toxiques. Là, à ce compte-là, il faut intervenir avec célérité. Il n'est pas normal, par exemple, que nous ayons encore des enfants qui vivent chez un parent violeur ou alors chez un élément de famille violeur durant des mois et des années. C'est insupportable à concevoir et à envisager. De la même manière qu'on ne laisse pas un enfant dans un endroit où il est frappé, où il est battu, où il est écrasé au mégot de cigarette durant des mois et des années, parce que l'institution est occupée à faire des calculs de couche-culotte, c'est insupportable. Donc il faut réagir effectivement par rapport à ça. Par contre, en dehors de ces cas extrêmes, il y a un intérêt à venir aider la famille, à venir aider les parents. Ça coûtera beaucoup moins cher, il y aura moins de problèmes sociaux et tout le monde s'en portera beaucoup mieux. C'est un long combat en tout cas, hein. Très long combat. Moi, je pense que ça mérite qu'on en parle. Si je peux intervenir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Mince, du coup, ça m'a déstabilisée. Je suis un peu stressée d'être écoutée. Moi aussi, j'ai eu pas mal à me lancer, mais là, maintenant, c'est bon, allez-y, dites-moi. Juste, on en revenait au sujet, au dernier sujet. Ah oui, d'aider les parents dès le début. Donc, ce qui est mis en place avant de pouvoir saisir le JAF, il y a quand même une mise en place des médiations qui sont assez faciles d'accès. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça n'a pas été très compliqué de prendre rendez-vous. Après, ce qui a été compliqué, c'est de faire venir, qu'il faut faire venir les deux parents avec une médiatrice autour de la table. Je trouve que le procédé était intéressant avant de saisir le JAF, sauf qu'après, évidemment, toute la procédure est bien trop longue quand il y a un des deux parents qui ne veut pas communiquer dans cette médiation. Eh bien, c'est pour ça que nous militons pour une déjudiciarisation des conflits familiaux, parce que nous sommes absolument convaincus, on est nombreux à penser ça, hein, si vous voulez, que dans un tribunal, comment voulez-vous ne pas être conflictuel dans un tribunal, déjà? Ça commence très mal. Tribunal, sanction, faire quelque chose de mal, des avocats, un juge, les grosses colonnes et des gens qui vous disent vas-y, allez, montre-lui, allez, vas-y. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Il pourra avoir plus, allez, mais il n'y a aucun gagnant. Il n'y a aucun gagnant. On dit qu'il faut absolument automatiser. Dans certains pays, je crois que c'est en Finlande, là, si vous ne vous entendez pas avant d'arriver au juge, les gamins, ils vous les prennent, ils vous disent entendez-vous, on vous les rend après. Ça calme un petit peu, hein, ça calme quand même beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'endroits, et d'ailleurs, moi je commence à voir arriver ça, je commence à voir arriver aussi dans les permanences, dans mes interviews et dans les environnements que je regarde, des parents qui s'entendent, qui font un contrat entre eux, ils passent devant un juge, ils le font valider, et ils disent non, laissez-nous tranquille, on gère. C'est ça, parfois c'est mieux. Oui. Mais oui, parce que moi j'ai vu des situations où les parents étaient d'accord, mais dès qu'on commençait à leur mettre à chacun un avocat obligatoire dans les cas de mariage, eh bien, ils commençaient à se battre les uns contre les autres. Eh bien oui, c'est un très gros problème. Il faut pousser à la médiation. Et ça n'a pas été assez forcé. Enfin, pour ma part, le parent adverse n'est pas venu une fois, 2 fois, 3 fois. Après, et durant tout ce temps, en fait, j'étais privée de mon enfant. Donc, le temps court et les problématiques sur la famille en général est assez. Absolument. Et ça, c'est vraiment une des grandes raisons pour lesquelles je ne dis pas si nous sommes en colère. Nous sommes très nombreux dans la liste, nous sommes en colère. Il y a trop de gens qui sont venus nous voir en pleurant, il y a trop de gens à qui je pense qui ne sont plus là, qui ne sont plus là. Ils ne sont plus là. C'est insupportable. C'est insupportable de voir les choses se répéter encore et encore. La logique, elle est extrêmement simple. Vous êtes parent, vous avez un enfant, le lien est inaliénable. Il est même au-dessus du physique. C'est votre enfant, vous serez toujours son parent. Un enfant, un parent qui veut jouer son rôle par rapport à son enfant, il y a quelque chose, à moins que la société ne démontre qu'il soit inapte, il y a quelque chose d'absolument primordial qui est là. Si vous vous comportez mal avec les droits de l'autre parent, cela mérite sanction. Voilà, on va lâcher le mot. Ne pas respecter les droits d'un parent devrait être sanctionnable.
que ce soit une personne individuelle ou que ce soit une personne morale. Ce n'est pas l'institutrice qui se met entre vous et votre enfant. Ce n'est pas le centre social qui se met entre vous et votre enfant. Ce n'est pas une association, le 1901, d'aide qui va dire que vous n'avez plus le droit de faire ci ou ça. Non, non, c'est uniquement l'État. Si c'est vrai, il faut aller rapidement pour enlever le droit parental. Par contre, s'il existe, il faut le respecter et respecter rapidement. Dans votre cas, le temps de l'enfant n'est pas respecté et c'est insupportable. Les choses doivent aller vite quand ce sont Non. les enfants de bas âge. Absolument. Et si quelqu'un ne respecte pas les droits de l'autre, il faut qu'on lui explique déjà, quand il va être parent, nous militons aussi pour, je ne dirais pas une formation à la parentalité, mais de la même manière que madame, lorsqu'elle va enfanter, elle est suivie et accompagnée durant quelques heures pour lui dire ce qui va se passer, et bien on pourrait très bien faire un petit fascicule pour dire aux gens, attendez, vous allez mettre au monde un enfant c'est ça, un enfant il a droit à ses deux parents, peut-être que dans 10 ans les choses seront différentes, peut-être qu'on pourrait impliquer un peu plus le papa qui le désire, parce que les papas d'aujourd'hui ne sont pas ceux de nos grands-parents, il y a des comportements qui sont très différents d'aujourd'hui. On pourrait dire aussi aux gens, vous allez faire un gamin, mais attention, le jour où vous séparez, ce n'est pas forcément la même chose qu'auparavant, tu vois. Et puis on pourrait dire aussi à ceux qui ne respectent pas les droits de l'autre, et je dis bien les droits de l'autre, je ne parle pas de mot de femme, hein. Ne pas respecter les droits de l'autre, c'est une atteinte à un droit fondamental. Il devrait être traité comme tel. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Allô ? Je crois qu'elle est partie. Bon, d'accord. Ah, Elle regardera le replay. D'accord. Moi, j'avais juste à dire par rapport à ça, justement, respecter les droits de l'autre, c'est difficile de respecter des droits quand il y a violence ou il y a des choses comme ça. Oui, Aussi. c'est à l'État de le faire. Et c'est ça que l'État est défaillant. Parce que quand l'État est défaillant, les gens se font justice eux-mêmes. Et personne ne peut accepter qu'on se fasse justice nous-mêmes. Vous voyez, ce que vous dites là, c'est une conséquence de la défaillance de l'État. C'est comme si moi, j'allais décider tout de suite d'aller tirer une balle sur mon voisin parce que j'ai entendu qu'il a fait un truc de mal. Ça ne va pas. C'est pas normal. C'est pas à vous de décider que l'autre parent est néfaste pour l'enfant. C'est à l'État de le faire, mais rapidement et efficacement. Oui, mais malheureusement, moi, ça fait des années que ça dure et c'est pas le cas. Donc, j'ai privé ma fille de son père pendant 11 mois et on me l'a fait payer. Mais c'était pour la protéger. Mais le problème, madame, si vous voulez, c'est que après, il y a l'imperfection, il y a le risque d'impartialité. C'est pour ça que normalement, il doit y avoir une structure et cette structure doit être fiable, elle doit être neutre, elle doit être impartiale, elle doit être froide. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est à nous de s'occuper de nos enfants. Mais si quelqu'un se comporte mal, je ne suis pas en train de protéger les personnes qui se comportent mal. Dans mon discours, vous l'entendez très clairement, les gens qui se comportent mal doivent être sanctionnés. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Vous comprenez? Non, c'est pas à nous, mais il y a un moment, malheureusement, on prend des mauvaises décisions, on en paye les conséquences. Mais c'est ça que nous voulons. Ceci soit mis sur la table pour que nous ne soyons plus, nous, amenés à faire des choix avec, avec tout ce que ça peut représenter. Voilà. Une formation avant de faire un enfant et une formation en droit et en besoin des enfants. Mais faire un enfant, ce n'est pas un acte neutre. Hein. Vous faites un enfant, il n'y a pas de bouton reset. Hein. C'est ah ben non, on verra plus tard. Non. Faire un enfant, c'est une responsabilité totale. Hein. À partir du moment où l'enfant, vous le faites, vous le reconnaissez, vous avez un engagement personnel. Hein. Je veux dire, c'est même pas un labrador. Quoi. Enfin, je veux dire, encore, un animal, non, c'était par rapport. Vous faites il n'y a pas de bouton reset, vous êtes responsable de ce que vous faites par rapport à l'enfant. Malheureusement, ce n'est pas la réalité pour tout le monde, je pense. Oui, je suis d'accord, mais il y a des salauds partout. Et j'englobe, et c'est ainsi. Il y a des parents qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants, ça existe. Selon moi, ce qui me fait mal au ventre, c'est tous ces gens qui veulent s'occuper de leur enfant, qui peuvent le faire et qui ne le font pas. C'est inacceptable, c'est insupportable. C'est insupportable. On ne peut pas se satisfaire de ça. Pas aujourd'hui, pas en France, pas au XXIe siècle, pas avec ce pognon dépensé pour rien. On ne peut pas supporter ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Surtout qu'on a quand même des moyens pour pouvoir le faire quand même. Ben oui, visiblement, l'argent est partout. Là, il y a des questions de priorité. Ben, nous voudrions que la priorité, nous, elle soit pour nos familles. Voilà. Oui, disons-le clairement, on voudrait que nos enfants, on s'en occupe correctement
et ça ne soit pas la foire d'empoigne et que ce soit un tel dégât, un tel massacre. Je dis bien un massacre. Et puis surtout se faire comprendre que les parents qui s'occupent des enfants, qui sont placés ou qui sont en foyer ou en famille d'accueil, que ça soit reconnu en fait, parce qu'en fait c'est pas la réalité. Moi, dans mon cas personnel, on est 2 parents, il y a que moi qui assume, le père n'assume pas et malheureusement aujourd'hui c'est pas reconnu. Et pourtant c'est bien précisé dans les jugements et dans les audiences, dans les trucs des rapports, que c'est bien les 2 parents qui doivent être responsables des besoins des enfants. Bien sûr. Donc Bien sûr, mais trop c'est souvent, si compliqué. vous voulez, l'enfant est trop considéré comme une propriété et une source de revenus. Moi, je pense qu'il y aura un moyen pour la société d'aborder cette problématique, disons-le, hein, des pensions alimentaires. Peut-être déjà en impliquant un peu plus les personnes qui veulent être impliquées. Il n'est pas normal qu'en cas de désaccord, nous fabriquions uniquement des familles monoparentales. On a une question aussi à se poser par rapport à ça. Il n'est pas normal non plus que le système encourage les désaccords pour après intervenir et tout séparer. Et puis ensuite traiter les choses de manière individuelle avec des résultats absolument déplorables. Des gens qui se retrouvent aux minima sociaux, qui ont des problèmes de santé, des problèmes psychiques, physiologiques, de travail professionnel, des enfants qu'on retrouve en étoile, qui se remettront absolument jamais de ce Ce traumatisme, parce que c'est du traumatisme, hein, et après ça se répercute à l'âge adulte. Mais absolument. Vous parlez à une psychologue, elle vous dit, mais attendez, mais un enfant, il faut protéger des pressions. Et sous prétexte d'ailleurs que dans un couple avec des violences conjugales, on va enlever un enfant en disant qu'on n'a pas su le protéger de l'exposition aux violences, donc il aurait subi des pressions, sous prétexte de ça, on va le mettre dans un foyer. Alors là, ça va être très simple. Hein. Vous savez, les émissions qu'il y a eu sur M6, sur France 2, tout le truc que vous avez entendu sur la DAS, l'ASE, etc. Ou les enfants placés qui vont à l'hôtel et tout ça, vous parlez? Ils sont vrais. Voilà. Alors, encore une fois, il y a des gens très bien qui bossent là-dedans, mais tous les fantasmes que vous avez entendus, une très grande partie d'entre eux, eh ben, ils existent aussi. Alors, avant d'y envoyer les enfants avec prestance, eh ben, peut-être qu'il faudrait peut-être consolider avant l'endroit où il est. Ce serait beaucoup mieux, ça coûterait moins cher et tout le monde irait beaucoup mieux. Oui, est-ce que vous savez si c'est vrai que quand un enfant est placé, ça rapporte 6 000 € par mois? Est-ce que c'est vrai ça? Ou Je c'est des reviens. dires? Alors, rapporter, c'est pas forcément le bon mot. Le problème, c'est aussi pour ça qu'on monte une liste pour poser ce discours, parce que tant qu'on ne le portera pas avec une voix forte qui porte loin, on ne l'abordera jamais. La protection de l'enfance, il n'y a pas une protection de l'enfance. Chaque département travaille, chaque département a sa mission, mais il le fait un peu comme il veut. D'où la harmonisation au niveau européen. Et effectivement, prendre en charge un enfant dans les départements coûte une telle somme journalière. Donc, il y a un budget. Ce budget de 9,1 milliards d'euros, là, c'est ce qu'on consacre aux enfants. D'ailleurs, si vous divisez par enfant placé, là, on y retourne un petit peu. Donc oui, intervenir sur les enfants génère une économie. Après, est-ce que vraiment ça rapporte? Je ne sais pas. Parce que j'ai pu en avoir quelques-uns. Hein. Je vous renvoie sur mes émissions avec Frédéric Benahi. Je vous envoie ma dernière émission avec Caroline Ardouin, je crois, qui a été psychologue durant 14 ans au département de Dordogne. Ce ne sont pas des gens qui gagnent une quantité d'argent phénoménale. Éducateur, c'est pas... Ah non, moi je ne parle pas spécialement des professionnels, hein. Je parle surtout que à chaque fois qu'ils placent un enfant, en fait, moi de ce que j'ai vu sur Internet, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, en regardant sur Internet, il est spécifié que dès qu'un enfant est placé, il touche comme une sorte de subvention, si on peut dire, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai peut-être pas le bon terme, hein, mais c'est marqué 6 000 €. Donc c'est pour ça que je pose cette question, parce que je m'interroge. 200 € par jour, ça peut monter entre 200 et 400 € par jour, ça fait effectivement une somme, ça fait effectivement un budget mensuel. Mais seulement ça coûte cher de s'occuper des enfants. Et je ne crois pas qu'il y ait des notions de bénéfice. Après, il y a des effets pervers. Comme l'État se désengage, l'État va déléguer à des associations
de loi 1901, parfois, certaines missions de service public. Et là, il peut se passer absolument n'importe quoi. Vous pouvez avoir des assos qui se créent, qui mettent effectivement des chambres avec du placo, et puis qui rentrent dans un système où vous avez la personne qui dirige l'association, et bien en fait, elle a aussi créé la société qui vient la nettoyer, elle a aussi créé la société qui loue les appartements. Il y a des dérives, vous voyez. Mais la dérive, en fait, c'est parce que l'État ne s'engage pas correctement. Et c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle et de professionnalisation. Parce que s'occuper des enfants, c'est pas uniquement saupoudrer des moyens. Si le problème, ce n'était que balancer des sous pour que les gens aillent mieux, ça fait longtemps que le monde irait beaucoup mieux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Très souvent, les gens disent c'est de l'argent, j'ai tendance à répondre c'est du temps. Voilà. Transformer, numériser, améliorer un système, c'est du temps à consacrer, c'est de l'implication à consacrer, c'est du temps d'expertise à consacrer, qui font qu'ensuite les choses iront mieux, si vous voulez. Mettre 200 € sur un enfant, ça ne veut rien dire. Par contre, mettre en place des systèmes d'assistanat, de renforcement de la famille pour que l'enfant il puisse avoir à manger, que l'enfant il ait un toit, que l'enfant ne soit pas abandonné SDF à 18 ans, ça a un sens. Alors, notre question, c'est comment se fait-il qu'avec un budget qui oscille entre 6 000 et 12 000 € par mois pour les enfants, on ne soit pas capable de les protéger correctement et qu'on ait des résultats qui soient absolument aussi lamentables. Parce que, disons-le, la protection de l'enfance en France a des résultats absolument lamentables. Et puis il y a des choses graves qui arrivent quand même, parce que moi j'ai même vu un article où c'était une personne qui faisait partie des services sociaux et qui s'occupait d'une adolescente et en fait comme l'adolescente s'est suicidée, on va dire son patron au-dessus là au niveau des services sociaux, et ben ils lui ont dit non, tu brûles le dossier, et au final il s'est suicidé aussi, hein. Donc on entend de ces choses vraiment très graves, hein. Ça arrive à un stade Ne fonctionne pas, c'est de horrible. l'humain, c'est un environnement où il y a beaucoup de dysfonctionnements, c'est un environnement où, tiens, moi j'en ai une là, elle est passée en juin, parce que si vous voulez, il se trouve que j'en fréquente un certain nombre. J'ai même tenté l'IRTS 2 fois avant de faire mon métier que j'ai fait actuellement, parce que quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait déjà beaucoup. Il y a plein de gens formidables qui ne supportent plus de faire le travail qu'ils font. D'ailleurs, vous les voyez, travailleurs sociaux, très souvent, ils ont 50, 55 ans, ils sont usés. Ils portent la misère du monde sur eux. Parce que ce qu'on oublie un peu trop, c'est que éduquer, très souvent, c'est savoir recevoir des coups aussi. C'est savoir donner un espace à son enfant et l'élargir au fur et à mesure qu'il le demande pour lui donner son espace vital. Et quand ça dysfonctionne, les coups, ils sont violents, si vous voulez. Et quand ça dysfonctionne et qu'en plus, vous voyez que ça se passe n'importe quoi, ben vous somatisez et vous tombez malade. Et j'en ai une, elle m'a dit, moi je vous appelle, je ne peux plus, je change de métier, je vais faire décoratrice d'intérieur. C'est quelqu'un de bien. Ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un de Ça très, m'étonne très... pas. Ouais. Mais c'est ça aussi qui rend la situation insupportable. Ce qui rend insupportable, c'est de voir tous ces gens qui pourraient correctement s'occuper de leurs enfants, qu'on empêche de le faire pour retrouver les enfants dans un état absolument déplorable. Et dans le même temps, ces professionnels qui en fait sont des vrais professionnels, qui se retrouvent à dire enfin, on tourne sur la tête. On tourne sur la tête. Et ce n'est pas que les agriculteurs, hein. Et ce n'est pas uniquement chez nous. Non, mais ils sont choqués. Hein. Ils sont choqués. Moi, j'en ai rencontré une qui allait chercher des nouveau-nés. Hein. C'est horrible. Elle ne supportait pas de faire ça. Il a démissionné, il refusait parce qu'il savait que les enfants qu'il allait chercher, c'était pour les mettre dans des endroits où ils étaient moins bien que là où il les prenait. Et c'était insupportable. Ouais. C'est le principe de précaution à outrance. Mais vous voyez, madame, ce que vous dites là, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ça arrive à 600 000 par an. Ça fait quasiment 10%. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ça fait trop de monde. Ça fait beaucoup trop de monde. Surtout qu'en plus, là, on est en fin de chaîne. Le placement, c'est en fin de chaîne. Mais le début de chaîne, c'est le problème dans la famille. C'est la séparation qui est mal gérée. Un tiers des enfants placés sont issus de dissonances éducatives, de parents qui ne s'entendent pas, qui divorcent. C'est insupportable, en fait. Bah, y a énormément de séparation. Hein. Oui, mais de mauvaises ententes. Mais c'est pas toujours simple, malheureusement, même quand on essaye de s'entendre. Très bien. Mais là, par contre, si vous voulez, je ne fais pas de jugement là-dessus. Je ne rentre pas là-dessus. Je me contente d'essayer d'améliorer l'environnement tel que je le vois. C'est ce que nous faisons, en fait. D'accord. Nous, société de recomposition, écoutez,
moi, je suis revenu en France en 2014. J'ai vécu le statut traditionnel. J'ai passé longtemps dans une société où il n'y avait pas de retraite, où les enfants s'occupaient de leurs parents, où il y avait 3 générations sous le même toit. Il y a un côté honorable à ça, hein. La France a connu ça au début, enfin, il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, en France, il se trouve que, si vous voulez, on peut se marier plusieurs fois, on peut se séparer plusieurs fois. C'est comme ça. Ok, très bien, dont acte, c'est comme ça. On ne reviendra pas où nous étions auparavant. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, se rajoutent des nouveaux types de parents, se rajoutent les problématiques d'adoption, de PMA, de GPA. Ok, très bien. Mais nous, on fait un grand lot et on dit le point central. C'est un peu comme la revue de Jordan, hein, pour les matheux qui nous écoutent comme ça. Là, c'est l'angle qui rejoint le plus d'impact de manière la plus simple possible quand on essaie de le modéliser. C'est le droit parental, c'est le droit, le lien entre le parent et l'enfant. Il est important d'enlever tout ce qui est inutile et non nécessaire et de privilégier la défense de ce droit, quel qu'il soit. Et pour ça, nous avons des propositions. Mais je pense qu'il est important de dire à la population française qu'il y a un problème, que ça peut absolument... Vous faites un gamin, attention, attention. Vous voulez faire l'école à la maison? Attendez, il est à qui l'enfant? Il est à l'État ou il est à vous? Parce que posons-le aussi. Posons vraiment la question. Qui éduque l'enfant aujourd'hui? Avec quel résultat? Vous ne voulez pas que votre enfant soit confronté à telle ou telle chose à l'école? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Vous voulez l'éduquer chez vous? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Vous voulez transmettre vos valeurs? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Il y a plein de questions qui sont sous-jacentes par rapport à ça. D'accord? Donc, autant c'est à l'État de faire en sorte que l'enfant soit préparé à vivre sa vie, sache ce qu'est le consentement, sache ce que c'est, ce qui est normal et pas normal par rapport à lui, autant l'enfant est amené à grandir, nous l'estimons, avec les détenteurs d'autorité parentale. Voilà. Alors, au collège... Une question, Stéphane, du coup. Vas-y. Ah, donc, surtout au collège et au lycée, les jeunes apprennent à tourner en rond. Ils ne savent plus utiliser leurs bras et leur tête, ni avancer dans le sens qui les rendrait vivants, responsables et heureux dans leur métier. Donc là, en fait, c'est la place des enfants à l'école, si tu as 2-3 mots à nous dire là-dessus. Oui, alors nous, on n'a pas fait une liste pour réinventer la société, si vous voulez. On s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur Terre au XXIe siècle. Et si vous regardez, nous, on se base sur la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, et on se base vraiment sur la protection de l'enfance et la relation parent-enfant. On est convaincus, tous, que si jamais on résout ça, beaucoup de choses iront mieux. Voilà. Après, si vous voulez, le fait qu'on vit dans un monde, vivre c'est difficile. Ben oui, vivre c'est difficile. Ma grand-mère, si vous voulez, elle allait chercher le bac avec l'eau qui était en bas de la rue, dans la rivière, pour laver son linge quand elle était jeune, vous voyez, parce qu'elle est née avant la guerre. J'ai été élevé par une personne qui a 88 ans aujourd'hui, qui est née en 36. Il m'a raconté un peu son enfance. Je me sens très privilégié par rapport à lui. Moi, j'ai vécu en Asie. J'ai regardé comment certaines personnes vivaient avec les maisons en bois et autres. Oui, à un moment donné, si vous voulez, la vie, elle est dure. Voilà. Et elle est injuste aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, je voudrais pouvoir m'occuper de mes enfants, moi-même, quand je pense que personne n'a démontré. Personne n'a démontré. Quand je dis je voudrais m'occuper de mes enfants, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand je m'adresse à vous, je porte les dossiers de tout le monde. Je ne suis pas en train de parler de ma situation personnelle. Je porte les dossiers et les histoires de la liste de défendre les enfants. Je porte les dossiers et les histoires de mes 10 ans associatifs. Donc quand je dis je m'identifie à eux. Je suis en dehors de mon rôle personnel. Mais en m'identifiant, je voudrais que nous puissions, quand il n'est pas démontré que nous sommes dangereux pour les besoins fondamentaux de nos enfants, je voudrais que nous puissions nous en occuper nous-mêmes, parce que l'État n'est pas irréprochable quand il le fait, et qu'il le fait moins bien que nous. Voilà. C'est extrêmement important. Et je voudrais que nos enfants aient accès à leurs 2 composantes parentales, quelles qu'elles soient, traditionnelles ou modernes, parce que je vous assure que les familles homoparentales, il y en a. J'en ai interviewé plusieurs. Dans les tribunaux, ils se font encore plus déboîter que nous. C'est un truc de dingue. Si vous parlez à un couple parental
comme les autres, il y a un pourcentage de séparation, comme les autres, ils ont des trucs, ah, il a fait ci, il a fait ça, et machin, et truc, et puis voilà, il y a de l'essence qui monte sur les flammes, comme tout le monde, et ben je veux dire, pour eux, quand ils perdent le lien avec leur enfant, mais ils ne le revoient plus, quoi. Et encore une fois, à partir du moment où l'ancrage maternel, paternel, les deux composantes, où l'ancrage a été fait sur l'enfant, il faut le protéger. J'ai retrouvé Alain Bouregba. Alain Bouregba est un spécialiste à travailler. Je pense d'ailleurs être celui qui a pu avoir la dernière interview d'Alain Bouregba à l'époque, avant qu'il ne puisse plus s'exprimer contre son Parkinson. Il a passé sa vie à travailler sur la relation parent-enfant en milieu carcéral. Donc vraiment des gens qui étaient en prison, qui étaient emprisonnés, et donc des enfants de prisonniers et de prisonnières. Et il a travaillé en tant que psychologue sur ce lien-là. Il a constaté que même dans ces situations, il était important que l'enfant continue à avoir un lien avec son parent, parce que sinon le lien est idéalisé ou diabolisé, et donc l'enfant rentre dans une conception qui devient fausse, et une conception qui devient fausse, c'est le début de la folie. Vous voyez ? Donc il est important, lorsque l'ancrage est fait, avec nos composantes parentales, de pouvoir les protéger. Donc tout ce que chaque parent sent au fond de lui, disant que non, c'est une erreur de séparer l'enfant de l'autre parent. Si ce parent n'est évidemment pas en train de l'assassiner, de le détruire, évidemment, parce que ça, il faut faire attention aussi. Mais on sent tous autour de nous que non, c'est une erreur de couper l'enfant de son parent. Eh bien, vous avez tous raison. Nous avons tous raison. Les plus grands spécialistes l'ont prouvé et c'est vrai. Fabien. Oui, Stéphane, je te coupe juste qu'on a une bonne question qui, suite à ce que tu nous as raconté. On n'a pas de chiffre sur les parents qui se suicident après une épreuve de séparation. Il manque ce chiffre. Est-ce que tu as une info là-dessus sur, il me semble que c'est, que pour les pères, c'est 1 sur 4, je crois, qui finit SDF quand il voit plus ses enfants. Enfin, j'ai cru voir ce chiffre-là. Alors, nous avons un problème de chiffres. C'est aussi ce qu'on dit, nous, dans la plaquette. C'est que nous avons un traitement papier obsolète qui entraîne une situation statistique illisible, archaïque. C'est que comme chaque département fait tout ça, ces petits papiers dans son coin, comme chaque tribunal fait tout ça manuellement dans son coin, à chaque fois que nous voulons les statistiques sur tel ou tel point, il faut envoyer des gens qui aillent regarder les papiers un par un, faire des petites cases et faire des remontées au niveau national. C'est totalement archaïque. De temps en temps, nous avons quelques chiffres qui remontent, mais ils sont à prendre avec des pincettes. J'ai fait plusieurs émissions sur ça, que ce soit avec Thierry Berger, qui a dirigé durant longtemps Égalité parentale, qui a effectué un grand travail de vulgarisation et aussi d'explication auprès de nos politiques. La politique, c'est pas mon truc. Hein. Je suis plutôt intervention sur les professionnels en province. Équité parentale, ça a toujours été ça. C'était les politiciens de Paris, ça a toujours été les gens qui étaient à Paris. Nous avons des chiffres, nous avons, en cas de séparation, nous avons un très grand nombre de parents en situation conflictuelle qui perdent le lien avec leur enfant. Il y en a trop. Quand ça se passe mal, on est, je crois, à 45% de papas. Mais encore une fois, c'est difficile. C'est difficile à prouver. Alors, à un moment donné, il y a un chiffre qui est passé qui disait que on avait un truc comme 1 à 3 pères par jour qui, on va dire par an, parce que voilà. Encore une fois, ça me dérange parce que c'est très parcellaire comme statistique. Je voudrais savoir combien de mamans se suicident parce que leurs enfants sont à l'ASE, si vous voulez. Je n'ai pas ce nombre-là. Il se trouve que ce nombre-là, on l'a vu passer. C'était, je crois, 1 à 3 jours parce qu'ils ne pouvaient pas avoir une relation pérenne avec leur enfant. C'est-à-dire que leur propre douleur de ne pas pouvoir effectuer la transmission de valeurs, de ne pas pouvoir effectuer ce travail éducatif et de savoir que leur enfant souffrait de cette rupture de lien, leur était insupportable. Il y a un chiffre qui est passé, mais on a du mal à avoir les sources. Et encore, ce chiffre ne reprenait que les suicides justifiés, que ceux qui disaient explicitement pourquoi ils mettaient fin à leur jour. En tout cas, nous avons en France beaucoup trop de suicides, parce que ce chiffre-là, par contre, on l'a. Nous avons trop de suicides de mineurs. Nous avons trop de suicides
de parents de manière générale. Nous avons aussi des chiffres dont on peut déduire la signification. Par exemple, nous avons énormément de policiers et de militaires qui se suicident avec leur arme de service. Et un petit peu d'observation empirique, un petit peu d'analyse nous montre que les représentants des forces de l'ordre et de l'armée ont beaucoup plus de mal à accéder à leur enfant après une séparation ou en cas de suspicion de violence que le reste moyen de la population. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Hein. Si vous êtes aujourd'hui policier, enfin chez les policiers, les policières, les militaires, vous avez un très grand nombre de ces gens qui ne voient pas leurs enfants et qui donnent une grande partie de leur solde ou de leur rémunération pour ne pas les voir, parce qu'ils ont des métiers anxiogènes assimilés à la violence. Et donc on peut en déduire qu'une grande partie des suicides qui se font dans la police et dans l'armée, c'est pas parce qu'il y a trop de terroristes, hein, c'est pas parce qu'il y a trop de voleurs, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de mal-être et de problèmes familiaux. C'est une déduction, mais je pense que quelque part, on peut s'appuyer dessus. En tout cas, il y a vraiment un intérêt à consolider les familles, à consolider les liens parents-enfants pour le bien-être social de la société. Nous en sommes convaincus. Bon, Stéphane, bonsoir. Oui, Est-ce que tu m'entends? C'est Virginie. Voilà, moi, ça fait 7 ans que j'ai des problèmes avec la justice, avec les services sociaux. Et globalement, depuis 7 ans, je vois pas mon fils aîné, et je vois 1 heure par mois mon tout petit, sachant que maintenant, j'ai totalement abandonné parce que la situation, elle n'évolue absolument pas. De mon expérience, moi, j'ai l'impression que les lacunes, essentiellement, viennent d'une justice qui est souveraine, qui écoute, mais de manière unilatérale, les services sociaux, qui font un travail ultra succinct. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, l'État délègue son travail, sa mission auprès des enfants à des associations qui ne font pas un vrai travail. Et pour autant, moi je parle de la sauvegarde ou de la nef, ce sont des associations qui sont vraiment, comment je pourrais dire, subventionnées par l'État, mais vraiment, ce qui fait leur force en fait. Et moi j'ai l'impression que tous ces professionnels ne veulent rien changer. Et en plus, tout ce qui est loi consacrée à la famille, il n'y a pas vraiment de texte. Il n'y a pas vraiment de texte pour protéger et l'enfant et le parent. Il y a peut-être une petite ligne qui dit que c'est important que le lien se fasse, mais qu'est-ce qu'on appelle le lien? Parce que pour moi, j'ai compris que le lien, c'est voir mon fils 1 fois par mois. Donc là aussi, il faudrait peut-être que la loi soit plus riche pour protéger la famille, tout simplement. Oui. Alors, votre prénom, c'est comment déjà? Virginie. Virginie, oui. Vous voyez, là, vous revenez sur 2 points qui sont très importants. C'est premièrement, le constat est déplorable et pitoyable. Vraiment, c'est insupportable. C'est un constat qui est insupportable. Lorsque vous rentrez dans cet engrenage-là, vous êtes réduit encore. On va vous dire, vous en sortez bien. J'ai eu des témoignages de gens sortant d'une audience, ne vous plaignez pas, vous au moins vous les voyez. Il y en a qui ne les voient jamais. Non mais on en est arrivé là quand même. Hein, je veux dire, donc le constat est pitoyable. Deuxièmement, ce constat est pitoyable parce que nous vivons dans une société schizophrène et névrosée. Avec des acteurs de terrain, vous me dites qu'ils ne veulent rien changer. Ce n'est pas vrai. Je pense que beaucoup de gens qui sont là sont quasiment en situation de sacerdoce. Ils ont vraiment envie de faire leur travail comme il le faut, mais ils se rendent compte que malheureusement,
Ils n'en ont pas forcément la possibilité. Par contre, mon assistante le chat est en train d'arriver. Bon, par contre, quand vous montez au niveau administratif et surtout des politiques, ils sont complètement hors sol. Mais je dis bien complètement hors sol. La dernière fois qu'on a voulu faire un projet de loi qui s'appelait la double résidence, qui consistait en fait à dire qu'un enfant avec 2 parents séparés pouvait accéder aux tarifs réduits et aux avantages locaux de chacun de ses 2 parents, ça a dégénéré dans une espèce de débat de société, une foire d'empoigne, mais un truc absolument délirant. Délirant. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce problème de la famille, mais nous avons des personnes actuellement dans cette majorité présidentielle qui sont totalement déconnectées de nos réalités, qui s'imaginent que s'il y a une suspicion pour protéger les enfants, nous allons lever les droits parentaux, sans contradictoire, sans présomption d'innocence, parce que de toute façon, derrière, ça marchera bien, on s'en occupera comme il faut, et puis après, on perd le lien avec les parents, et puis les enfants sont envoyés en point rencontre, et puis les points rencontres, c'est 1 heure par mois, et encore vous, c'est en point rencontre, mais après, parfois, il y a le jour où il y a un truc qui se passe mal, l'enfant, il n'aime pas, pas manger ça, il n'est pas de bonne humeur, il sort pas du point rencontre en disant c'est génial, il y a quelqu'un qui va écrire, on va recomposer plus tard ailleurs, on va complètement couper le lien, parce que c'est ça l'épée de Damoclès qu'il y a au-dessus. Il ne faut pas n'empêcher. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que ce soit des professionnels, le monde de l'enfance, des personnes qui sont très… Ils ne sont pas tous. Il y a aussi des bénévoles, il y a aussi des personnes qui n'ont aucune connaissance en psychologie de l'enfant. Aucune. Oui. Aucune. Absolument aucune. Mais on dirait que tous veulent sauver leur emploi, parce qu'on parlait tout à l'heure, on évoquait peut-être des bénéfices réalisés sur le dos des enfants. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est pas des emplois très très bien payés non plus. Il faut pas. Mais vous savez, on fait tous des missions qui sont à notre portée. Peut-être parce que vous parlez des éducateurs. Les éducateurs, parmi les éducateurs, souvent ce sont eux qui sont sur le terrain. Et vous avez des personnes parfois qui le font parce que voilà, ils sont en phase avec l'être humain. Et moi, je vais vous dire, c'est pas avec les éducateurs que j'ai eu le plus grand problème. C'est les assistantes sociales qui, elles, ne sont pas du tout sur le terrain et qui ont… Voilà. Ou alors, vous avez des assistantes sociales qui sont montées en grade et qui sont devenues directeurs et qui sont aussi impliquées en politique. Moi, je peux vous dire que chez moi, ici, c'est ça. Des psychologues, et c'est eux qui sont vraiment, mais vous voyez que ce sont des gens qui ne sont absolument pas objectifs, qui vont vous accuser. Moi, on m'a accusé d'avoir fait un bisou à mon fils. Un jour, je voyais mon fils en visite médiatisée. On m'a reproché d'avoir fait un bisou à mon premier fils, donc je l'ai agressé par un bisou. Et une autre fois, on m'a dit que j'étais un être froid parce que quand j'ai vu mon fils au bout d'1 an, je n'ai pas versé de larmes. Alors, j'ai dit à la psychologue, si j'avais versé une larme, vous m'auriez traité de défaillante parce que j'ai versé une larme. De toute manière, c'est retenu contre moi. Et c'est vrai que quand on a affaire à des professionnels comme ça, et j'en ai eu beaucoup, je peux vous le dire, vous pouvez pas vous dire que derrière cela, il n'y a pas un intérêt financier. Parce que moi, il y en a une, elle, là, cette psychologue, par exemple, je crois que il y a eu tellement un tel affrontement entre elle et moi qu'elle a fini par me dire que, en fait, ils n'avaient pas suffisamment de subventions. Et j'ai pas trouvé les professionnels autour de nous vraiment, j'ai trouvé que c'était des murs face à notre situation. Voilà. La première fois que j'ai eu affaire à une assistante sociale, c'était pour en vue d'une comment on appelle ça, une mesure administrative. Et moi, je me suis séparée après avoir appelé les gendarmes parce que j'ai été brutalisée par le père de mes enfants. Quelle est votre question?
madame, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir. Je suis désolé, mais nous avons beaucoup de gens ont des histoires personnelles qui sont extrêmement lourdes. Je comprends. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que j'ai été mise sur le banc des accusés immédiatement. Ce que je veux expliquer, c'est que… D'accord, ok. Donc, il y a effectivement une présomption de culpabilité qui est parfois difficilement supportable, surtout lorsqu'elle n'est pas associée à un respect du contradictoire et que notre droit, à nous, est basé sur la présomption d'innocence. Après, si vous voulez, dans un système dysfonctionnel, il y a de la perversion. Qui dit de la perversion, ça reste de l'humain. Vous allez rencontrer, dans un système dysfonctionnel, il y aura des pervers, il y aura des gens qui s'adaptent, parce que les gens s'adaptent en fait à leur environnement, et un environnement perverti peut contenir des personnes perverses. Oui. Donc moi, je ne pense pas, par contre, que la majorité des intervenants sociaux soient des personnes perverses. J'en ai rencontré des gens qui étaient très très bien. Au contraire, plus je m'approche des gens de terrain et plus chaque fois je me rends compte que j'ai des gens qui sont formés, avec qui je peux avoir des véritables discussions. Nous avons un problème avec l'administratif. Les administratifs ne sont pas des gens qui sont formés à la psychologie, à l'éducatif, qui pourtant prennent des décisions. Il faut regarder un peu, effectivement, certains services, ce sont des concours d'attachés de préfecture, d'attachés autres. On a un problème de formation. Nous, on se base effectivement sur la formation. Après, je vous dis, ce ne sont pas des emplois qui sont très très bien rémunérés. Je ne crois pas qu'on fasse beaucoup de bénéfices. Et nous, en tout cas, on milite pour une simplification, une professionnalisation, une formation, enfin, comment dirais-je, moins d'administratifs. Et puis, après, on a plusieurs sensibilités. Hein. Je vous parle de ça parce que c'est avec le fait que j'ai vécu aussi dans des pays anglo-saxons, que j'ai mon parcours personnel, que j'ai une approche qui est extrêmement libertarienne. Je vais vous dire donc moins il y a d'interférences, et mieux ça va se passer. Ce sera mon approche à moi. Ce ne sera pas forcément celle de Gaël, ce ne sera pas forcément celle de Daniel, celle de Maxime, celle de Fabien, celle de Luc. Vous voyez? Mais je pense que nous devons essayer d'améliorer l'environnement. De toute façon, le constat est présent. Je vois extrêmement peu d'utilisateurs d'un service public. Il faut rappeler que tout ceci, c'est un service public. Je vois très très peu d'utilisateurs du service public de gestion de la famille française qui en ressortent satisfaits. Et rien que ça, ça mérite que l'on porte cette cause loin et fort. Mais quand vous dites plus d'administratif, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'aide sociale à l'enfance soit confiée ailleurs qu'aux collectivités territoriales, par exemple? Je pense qu'il faudrait… Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, il y a des aides sociales à l'enfance. Il faudrait peut-être qu'elles soient mises de manière nationale, voire européenne, avec un programme de gestion des familles de manière lisible, avec établissement d'un contre-pouvoir, que les décisions soient prises par des personnes expérimentées en matière de vie et en matière de suivi de l'environnement, et non pas des personnes débutantes, et que l'on revienne à l'esprit original de la loi, qui est que les familles doivent être assistées, secondées, et non pas séparées. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez, c'est pas que des personnes débutantes. Hein, non, mais il y en a trop. Dans les prises de décision, je parle bien au niveau, si vous voulez, des services de détection et au niveau des services de décision, c'est-à-dire au niveau des jugements et au niveau des services d'enquête et de décision. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez, si vous voulez, à la protection de l'enfant, c'est trop tard. Tout le monde va être quasiment convaincu que si vous êtes là, c'est qu'il y a forcément une raison. Et bien là, il y a un problème parce qu'il n'y a pas forcément une raison. Et la raison dit, elle doit être valable. Et si elle n'est pas valable, on n'a rien à y faire. Et donc, il faut que les personnes qui prennent les décisions et les enquêtes soient des personnes expérimentées, qui ont un passif de carrière et d'existence. Déjà, ça arrangerait beaucoup de choses. Juste pour essayer de regarder un petit peu, c'est un live de 2 heures, donc il nous reste un petit quart d'heure. Donc c'est important qu'on mette une date, enfin un horaire de fin, sinon on pourra rester pendant des heures et des heures, parce qu'on a tous nos histoires personnelles à raconter.
J'ai retrouvé le tableau qu'on discutait tout à l'heure des qualités parentales sur les sans-abri, etc. Je vous donne juste les 3 chiffres. Donc, 85% des détenus ont été élevés sans père, 63% des jeunes suicidaires sont des enfants élevés sans père et 90% des sans-abri ont été élevés sans père. Donc, c'est un tableau d'égalité parentale. C'est vraiment associé sur… Fabien, j'ai fait tout ce que je peux pour éviter de ne pas genrer le truc et toi, tu viens Ouais, et tu sors de père. Non, c'est juste le tableau qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est pour ça, mais t'inquiète pas. Non, c'est juste c'est le seul chiffre que j'ai trouvé en fait sur les sans-abri, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'on va prendre encore d'autres questions Je regarde sur la droite. Luc, peut-être peut en mettre une. Pourquoi vous refusez de voir la réalité? Il y a une culture woke qui s'est métastasée dans la société depuis des décennies. La destruction de la famille et de la parenté est quelque chose de bien, car ça nourrit les individualités. Il faut sortir les femmes de leur rôle de mère et de conjointe pour qu'elles aillent bosser, produire, consommer et payer les impôts. La présence du père est dangereuse pour le capital. Nous voulons des enfants fragiles avec un âge d'enfance et d'adolescence. J'ai pas à la fin. Bon, alors, ça, on va dire que moi, je ne suis pas là forcément pour répondre aux analyses ou alors ce genre de choses. Par contre, je vais rebondir sur ce truc qui n'est pas une question, en fait, hein, pour réaffirmer, je dis bien, je réaffirme, que dans notre démarche, les couples de la modernité sont impliqués. Quand je dis que nous défendons la protection de nos enfants via la défense du lien parental, je réaffirme, et c'est marqué en première page. Allez, on va aller sur le site. On va aller sur, donc là nous avons les candidats, nous avons des éléments de communication, nous avons le programme, c'est marqué sur la page du programme. Nous intégrons tous les parents et toutes les formes de famille, hétérosexuelles, homosexuelles, adoptives, recomposées. Il y a eu durant trop longtemps, je dis bien trop longtemps, et là je pense à mon ami Claude Néris, qui dirigeait SOS Exclusion Parentale, qui nous a malheureusement quittés il y a 1 an et demi, mais qui avait fait un très gros travail sur ça. Il y a eu trop longtemps un refus d'écoute dans les hautes sphères des demandes des parents parce qu'ils nous prenaient pour des rétrogrades, des fachos, des violents, des personnes du siècle dernier. Mais non, vous n'avez pas compris, les gars. Vous n'avez absolument pas compris. Nous avons un problème de protection des familles, mais de toutes les familles. À partir du moment où la société vous attribue une autorité parentale, nous voulons qu'elle soit protégée et défendue comme celle des autres. Donc cette espèce de truc woke, je suis désolé, le monde il est comme il est aujourd'hui, c'est une argumentation qui n'a absolument rien à faire chez nous. Nous nous adressons à tous les parents, y compris aux parents woke. Eh bien oui, c'est comme ça, il y en a, et eux aussi veulent pouvoir transmettre leurs valeurs à leurs enfants, eux aussi veulent pouvoir éduquer leurs enfants, eux aussi veulent pouvoir les voir, et eux aussi ont le droit de changer de conjoint ou de conjointe durant leur existence, ça arrive aussi. Voilà, il fallait le dire, et bien comme ça c'est dit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que, si vous voulez, je plus des observations ou des commentaires sur les services sociaux, sur la professionnalisation des juges, sur pour que les juges soient mieux formés, par exemple, ou des choses comme ça. Sur la CAF aussi, sur l'égalité au niveau de la CAF. Sur… oui. Tu veux dire un mot sur la CAF ? Alors, je vais reprendre effectivement un petit peu ça, je vais le parcourir, concepts généraux. L'autorité parentale est établie de fait dès la naissance de l'enfant. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas un juge qui vient attribuer l'autorité parentale. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui vient comme ça dans la pouponnière qui dit « toi tu l'as pas, toi tu l'as, toi tu l'as pas ». Non, non. L'autorité parentale, quand vous reconnaissez un enfant que vous avez attribué, elle est de fait. Si vous allez au commissariat pour dire que l'autorité parentale n'est pas respectée et qu'on vous répond « vous avez un jugement », mais non, mais il n'y a pas à avoir de jugement. L'autorité parentale, elle est de fait, c'est important.
Voilà. Deuxièmement, nous voulons une coopération entre les États membres. Nous voulons, s'il y a 2 parents, il devrait en avoir 2 pour l'État. Donc, c'est la fin de ce problème que nous avons d'unicité de l'allocataire. Les déclarations d'impôt sur le revenu, les déclarations de revenus CAF, les allocations CAF doivent être proportionnelles par rapport à la durée que vous avez par rapport à l'enfant. C'est important. Je veux dire, il n'est pas possible de dire j'ai la résidence alternée et que vous avez la CAF qui vous réponde ah ben vous n'avez qu'à changer d'allocation sur 2. Non, 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 attendez. Notre code de sécurité sociale remonte à une époque antédiluvienne où il y avait forcément une cellule familiale unique. Un enfant, ça voulait dire 2 parents qui forcément vivaient ensemble. Ce n'est pas le monde moderne. Nous voulons que les déclarations d'impôt soient au prorata du temps passé avec l'enfant, que les déclarations CAF prennent en compte le prorata passé avec le temps de l'enfant, les allocations familiales, effectivement, soient au prorata. Donc, la fin de l'unicité de locataires, les parts et demi-parts fiscales d'être réparties de manière proportionnelle au mode de garde décidé par la justice pour chacun des titulaires de l'autorité parentale. Ça, c'est important. Nous voulons aussi rappeler que les services de justice et de protection de l'enfance sont des services publics. Ce sont des services publics. Ce ne sont pas des services payants. Ce sont des services qui sont là pour défendre les citoyens, les enfants et les parents et non pas pour les remplacer. C'est extrêmement important. On revient encore sur ce thème-là. Il est plus efficace et moins onéreux de protéger les familles et de les aider en les renforçant plutôt que de financer les effets de la recomposition et des ruptures de liens parents-enfants. Donc, nous proposons donc un soutien à la parentalité. Logements sociaux, il est extrêmement important que les parents séparés puissent avoir des chambres pour accueillir leurs enfants. Autrement, vous vous retrouvez en studio après un divorce et c'est fini. Vous ne pouvez plus demander à recevoir les parents pour la nuit et c'est là aussi insupportable. D'ailleurs, personnellement, je pense qu'il n'y a pas assez de logement social et ça, c'est… Voilà. Bon, passons. Ça, c'est encore autre chose. Respect impératif du droit d'autorité parentale. Et nous avons une critique des visions parcellaires de certains services qui dépendent de l'État ou des collectivités locales. Tout le monde s'immisce dans la vie, les aspects de la vie familiale qui ne sont pas de leur ressort, alors qu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper correctement de ces aspects-là. Il est donc, et on veut aussi responsabiliser les parents. Et laisser les parents, voilà. Les services d'aide ne sont pas là pour se substituer, mais pour aider à. Justice familiale offre proposition extrêmement forte. Dans son rapport relatif aux 44 États, la Commission européenne rappelle le sous-financement de plusieurs pays, dont la France. En France, le budget de l'État, c'est 0,21% pour la justice familiale. Nous voulons, dans les pays européens et par rapport à la France, nous voulons qu'il y ait plus de budget pour la justice, y compris familiale. C'est important. Nous voulons une harmonisation des juridictions, une CEDH plus proche des victimes. Nous voulons une harmonisation de justice familiale. On en a parlé un petit peu aujourd'hui. On veut renforcer, professionnaliser et responsabiliser la position du juge. Nous voudrions qu'il y ait plus de juges et plus de juges hommes également. Nous voudrions que les gens qui sont effectivement une institution qui est censée représenter l'impartialité et la neutralité puisse permettre d'estimer, de ne pas appliquer, voire de dénaturer les lois votées. Les représentants du peuple votent des lois à l'Assemblée nationale, ces lois doivent être appliquées. L'indépendance de la justice dans la manière de les impliquer, l'indépendance de la justice, ce n'est pas dans la manière de créer les lois, de les recréer. C'est quand même important. Nous défendons l'idée de formation spécifique des juges familiales, notamment l'aspect psychologique des fléaux qui touchent les enfants. Il n'est pas normal d'avoir un juge qui vous dit « c'est pas grave de séparer un enfant de ses parents ». Si, c'est grave de séparer un enfant de ses parents et ça montre qu'il y a un déficit de formation de la part des personnes qui décident. Il faut donc qu'elles soient mieux formées. Il faut également clarifier les rôles. Nous avons des juges, familiales JAF, nous avons des JDE, juges des affaires des enfants, qui
parfois empiètent, certains disent nous voulons qu'il y ait privatisé, d'autres qui disent non, nous voulons qu'il n'y en ait pas. Écoutez, peut-être qu'il va falloir s'arranger un petit peu. C'est pas normal que ces juridictions soient différentes. Il va falloir arranger un petit peu tout ça. Nous voulons une rédaction améliorée des décisions judiciaires. Ce ne sont pas des copier-coller de ce qu'ont fait les collègues d'avant que nous voulons. Ce sont des vraies décisions qui soient justifiées. C'est important. Et nous voulons des justifications qui soient sur des faits avérés et vérifiés. Nous voulons également des expertises qui se réduisent sur des éléments factuels ou reproductibles. Il n'est pas normal d'avoir des intervenants qui est en face d'eux une enquête psychologique, une enquête psychiatrique, puis qui disent « Oh ben non, finalement, celui-là, il ne pense pas comme je veux. » Non mais on s'en moque. L'expertise, elle est là pour décider si on est apte ou non à être un parent. C'est tout. Les personnes pour qui on vote, nos préférences personnelles ne regardent pas les services de protection des enfants. Elles ne regardent pas les personnes qui décident qui a le droit de garde. Ce qui les regarde, c'est uniquement si nous sommes capables ou non d'être un parent, si nous pouvons assumer l'autorité parentale. C'est tout. Il faut, voilà. Et nous voulons que les experts ne travaillent pas ensemble, qu'ils soient impartiaux, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est quand même extrêmement important. Nous voulons que les gens qui utilisent les dysfonctionnements de justice familiale soient punis parce qu'ils sont mal intentionnés. Nous voulons que les gens qui mentent à la justice soient sanctionnés parce qu'ils mentent à la justice. On ne peut pas utiliser cette espèce de boxon qu'il y a actuellement pour régler ses comptes ou faire du mal aux autres. Ce n'est pas possible. Au niveau de la police, nous voulons une police mieux formée. Nous voulons vraiment que les familles soient aidées, que les intervenants des familles, si vous voulez, aient les moyens de le faire correctement. Nous avons un problème de NRE aussi, de non-présentation d'enfants. Nous avons un problème de NRE qui font que lorsqu'on ne donne pas l'enfant à l'autre parent qui a toujours le droit de l'autorité parentale, ce n'est pas sanctionné. Comme on l'a dit tout à l'heure, un parent qui ne devrait pas avoir l'autorité parentale, qui ne l'est pas, que ce soit fait rapidement, mais par contre, tant qu'il n'a pas été démontré, je dis bien démontré, qu'il n'a pas autorité parentale, que celle-ci soit respectée. Nous avons donc un problème de la part des parents qui veulent défendre leurs enfants en situation de manière évidente, c'est dangereux, on le leur reproche, ce n'est pas normal. L'État ne fait pas son travail, l'État n'a pas protégé l'enfant. Nous voulons par contre que lorsque un parent ne donne pas l'enfant sans raison à quelqu'un dont il n'a pas été retiré l'autorité parentale, ce parent soit sanctionné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à un parent de décider lui-même ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On ne se substitue pas à la justice. Il y a un souci de NRE en France, et il faudra qu'on en parle effectivement un jour. L'aide juridictionnelle. Il n'est pas normal que pour protéger nos enfants, nous soyons tous réduits à devoir nous appauvrir, à utiliser nos fonds propres, nos dépenses de loisirs, sur des dépenses qui ne sont pas déduites des déclarations à l'imposition sur le revenu, qui ne sont pas réduites aux déclarations CAF. Et lorsque, une fois que nous sommes arrivés pauvres, eh bien que plus personne ne travaille pour nous, parce que l'aide juridictionnelle, en fait, j'ai fait une vidéo spécialement dessus, ça marche extrêmement mal. C'est un service public qui est censé attribuer un avocat, ça ne marche pas génial. Le service public impose qu'il y ait un avocat, ça ne marche pas génial. 260 € pour une expertise psychologique, c'est pas assez. 800 € pour un avocat pour gérer un jugement, aujourd'hui, je ne sais pas assez. Donc, c'est pas à nous de payer ça. Et il faudrait peut-être que ces dépenses soient prises en compte par l'État, parce que s'occuper de nos gosses aujourd'hui, c'est pas à nous de payer l'intervenant qui vient d'intervenir pour nos gosses. C'est pas à nous de le faire. Transition numérique, on a parlé un petit peu. Beaucoup de choses pourraient être automatisées. Protection de l'enfance, services sociaux. Lorsqu'on prétend remplacer les parents, il faut être irréprochable. Ce n'est absolument pas le cas. Retour aux sources, effectivement, des interventions qui se font par rapport aux enfants, par rapport aux détections. Société, nous voulons plus de protection de l'enfant, d'égalité et de parité. Donc, nous parlons beaucoup de résidence alternée. Tant qu'il n'y a pas de raison de la refuser et qu'elle est demandée, mais il faut la justifier si on la refuse. Je suis désolé.
si tout va bien, pourquoi refuser quelque chose à quelqu'un uniquement parce que les deux ne seraient pas d'accord? Non, ce n'est pas une raison valable. Que les deux parents ne soient pas d'accord n'est pas une raison valable pour refuser une résidence alternée lorsque les conditions sont réunies. Ça, c'est important. Il faudra aussi s'harmoniser au niveau de l'Europe pour mettre en place ces choses-là. Nous voudrions aussi davantage de parité homme-femme. Pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de femmes ou plus d'hommes dans tel ou tel secteur qui s'occupent de nos enfants? Voilà. Protection de l'enfant, prescription, les jeunes enfants. Oui, on entend beaucoup de choses, de délire par rapport aux enfants actuellement sur l'éducation à l'école, l'éducation sexuelle, la pornographie et autres. On en a parlé, on a une position qui est extrêmement simple. Éduquer un enfant par rapport à ses droits, ce n'est pas la même chose que le confronter à la pornographie. Nous voudrions que nos enfants soient protégés par rapport à ce qui les endommage réellement. Qu'on ne les retrouve pas à l'instar de drag queen, par exemple. Mais par contre, effectivement, oui, l'éducation sexuelle, c'est protéger l'enfant par rapport à ce qu'il va avoir dans la société. Et nous voulons aussi, lorsque les enfants doivent être protégés, parce que parfois c'est nécessaire, qu'ils ne soient pas abandonnés entre 18 ans et 25 ans. Et donc, on demande non seulement ce passeport pour les enfants, mais également ce revenu de protection du jeune adulte. Voilà. Donc ça, c'est le programme. C'est ce qu'on a, les appels dont on en parle. Oui, ça revient à ce qu'on vous dit. Cher Facebook user, qui n'a pas donné son nom, effectivement. Voilà, effectivement. En fait, c'est anonymisé en fait, sur la droite, c'est pour ça, Stéphane. Mais je sais bien. Mais on a les noms en commentaire. Je réagis avec humour parce que c'est tellement dramatique tout ça qu'il faut bien mettre un petit peu d'humour. On est obligé parce qu'autrement, tout ceci, après, on parle de gens qui meurent et tout, de viols. C'est bon, il faut bien décompresser un petit peu. Mais oui, la CAF, les proportions, les calculs d'allocation, les APL en font besoin. Elles doivent être faites, effectivement, par rapport au prorata de votre implication dans votre enfant. Oui, c'est normal, ça nous paraît très normal. Voilà. On est à 2 heures, Stéphane, de visio. Je ne sais pas si tu veux définir un temps de fin, si tu veux faire une conclusion sur ta personne, sur ton parcours, parce que c'est aussi important de savoir vers qui on vote, parce qu'on est quand même 81 personnes avec des parcours différents. Nous sommes des personnalités différentes. Alors après, si tu veux, vu que c'était ton entretien à toi, Stéphane, en tant que numéro 3 de la liste, si tu veux donner 5 minutes peut-être de ta propre personne, ton propre parcours. On voit bien que tu maîtrises le sujet, que c'est des choses qui te portent à cœur, et que tu es spécialisé dans tous les domaines. Donc, je ne sais pas comment tu veux conclure cet entretien. Alors, je vais effectivement prendre ce temps de parole dans ce que je souhaite. C'est très simple. Je souhaite que toutes les personnes qui ont, à un moment donné, raisonné ce soir, de ce que nous avons évoqué, je souhaite qu'elles impriment la plaquette qu'elle la diffuse auprès d'eux. Ça ne coûte pas forcément très cher. Je souhaite qu'elles impriment l'affiche, qu'ils la mettent sur leur voiture, qu'ils la mettent sur leur fenêtre. Cette affiche, elle est magnifique. On la reconnaît de loin. On la reconnaît de loin. Plus tard, nous pourrons prendre les dons pour en afficher. Mais aujourd'hui, c'est à vous de le faire. Parce que, au jour d'aujourd'hui, les politiques ne le feront pas. Au jour d'aujourd'hui, ce sera nous de le faire, personne ne le fera à notre place. Je vous demande d'imprimer l'affiche, je vous demande d'imprimer la plaquette, je vous demande de faire progresser nos messages autour de vous sur les réseaux et dans la vie réelle, envoyez la plaquette aux personnes concernées, envoyez-les à vos interlocuteurs, envoyez-les aux personnes que vous connaissez, mettez-les dans les vitrines des magasins, mettez-les sur les panneaux d'affichage, faites ce relais de communication, faites-le pour nous. Ensuite, par rapport à ma propre personne, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, vous avez un descriptif. Vous voyez que j'ai une association, vous voyez que j'ai une émission de radio, vous voyez qu'il y a des choses que vous pouvez aller voir. Et bien, si vous voulez regarder qui vous parle, allez-y. Mais non, Fabien, nous ne votons pas pour des personnalités. Ce n'est pas du star system. Nous votons pour des thématiques. Nous ne sommes pas là. Enfin, après, je veux dire, si on fait 5%, ce sera youpi, yao, bravo, on ira. Hein. Mais nous voulons que ces thèmes rentrent dans la société civile. Nous voulons que ces thèmes rentrent dans les médias. Pour cela, il faut que ces thèmes soient mis en avant.
Mettez les thèmes en avant. Après, Maxime ira en parler, Sébastien ira en parler, Fabien ira en parler, Luc ira en parler. Vous irez en parler avec la partie que vous maîtrisez, la partie du programme qui vous correspond à vous. Vous irez en parler. Nous voulons que cette thématique de la protection de l'enfance et du respect du lien avec nos parents soit mise dans les 90 jours qui viennent dans le débat public. Et pour les mettre dans le débat public, il faut que vous alliez parler pour nous. Voilà. Ouvrons les groupes, ouvrons les communautés. Allons parler, allons mettre ce visuel partout. Allez-y. Je profite pour ajouter, pour compléter ce que dit Stéphane. Imprimer l'affiche et la mettre sur le petit panneau qui est à côté de chez soi où on va voter, entre guillemets, c'est très important aussi. Parce qu'il y a de fortes chances que vous allez devoir imprimer votre bulletin de vote pour pouvoir voter pour nous. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir disposer d'un budget pour pouvoir mettre des petits bouts de papier dans chacun des bureaux de vote. Après, peut-être s'il y a un heureux donateur ou je ne sais pas comment on fera, mais bon, il y aura certainement un comité de soutien. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est tous acteurs de son vote, quoi, en fait. D'accord. Fabien, très bientôt, tu auras ton live. Et là, effectivement, tu pourras faire tes déclarations et tu pourras gérer tes thèmes et répondre aux questions. Il y a certaines choses, je ne suis pas certain que dans le calendrier des échéances, c'est maintenant qu'il faille les aborder. Tu vois, on a dit effectivement que nous prendrons les donations plus tard, le administratif, parce que nous aurons le compte bancaire. On en parlera au moment où nous choisirons d'en parler. Ce n'est pas maintenant qu'il faut en parler. J'espère que les thématiques ont bien été portées ce soir. Peut-être que je referai, moi en tant que candidat, un ou deux lives pour présenter effectivement ma parole depuis ma position. Peut-être que ce sera refait effectivement vendredi un peu dans l'émission de radio. Je pense que Fabien aura aussi son moment où il pourra effectivement dire tout ce qu'il aura à dire au moment où il le sentira bien et répondre aux questions des gens qui viennent le faire. Il est possible que Luc l'ait. Nous allons avoir Sébastien Chestan qui va venir prochainement. On va annoncer Gaël Costemenier dimanche prochain qui viendra aussi en tant que tête de liste défendre sa démarche politique où on ne s'adresse pas à 40 000 personnes, mais on s'adresse à 70 millions de personnes. C'est extrêmement important au niveau de la posture. Il y a Sébastien Servin qui va venir aussi, Maxime Vieux-Jaubert. Je crois qu'on a déjà eu Morgane la semaine dernière. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez. Donc, nous avons une page aujourd'hui qui représente les communiqués officiels de la liste. Nous avons un groupe qui vient. Nous avons Daniel qui s'exprimera sur la radio RLP dans une dizaine de jours. Nous vous encourageons effectivement, nous, à vous adresser aux candidats lorsqu'ils viennent se présenter devant vous. Nous vous encourageons à propager les visuels et la parole de la liste. De ce live de ce soir, dont je suis moyennement satisfait, nous ferons des extraits pour en extraire les paroles importantes et le dialogue important qu'on fera retourner ensuite plus tard. Je vous remercie d'être venus tous et je vous dis effectivement à très bientôt. Oui, merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Et donc à dimanche prochain où nous recevrons Gaël Costemenier, tête de liste, à 15h dimanche. Voilà. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.